je me retrouve en quatrième avec un professeur stagiaire. Il nous prend et puis il nous amène à l'école des beaux-arts. Je vois les gens sur les chevalets en train de dessiner, en fait des portraits, des objets. Je dis, mais moi, je m'amuse avec ça. Alors que c'est un métier. Voilà, les gars, ils sont là. Quand j'ai commencé à me lancer au niveau de la promotion des jeunes talents, il fallait quand même encadrer. Parce qu'à l'école des arts, ou bien dans nos écoles, là, on ne forme pas aux carrières. On forme juste aux techniques. Oui. Donc, du coup, les gens, ils sortent, ils sont très talentueux, mais après, ils sont perdus. Ils vont où? Aujourd'hui, les gens ont peur. Ah non, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas faire les mêmes tableaux? Est-ce que ça ne va pas faire des sculptures? Est-ce que ça ne va pas faire ci, ça ne va pas faire ça? Mais bien au contraire, si l'intelligence artificielle permet de faire des tableaux, de faire des sculptures, ce qui va donner de la force à l'artiste, c'est la capacité qu'aura l'artiste à faire des choses de ses propres mains. Les gens qui font des œuvres, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Parce qu'ils le font par mimétisme. Voilà, lui, là, quand il fait les fleurs, ça marche. Toi aussi, tu te lances dans les fleurs. Mais est-ce que tu ressens les fleurs? Oui. Est-ce que tu vis les fleurs? Ouais, et moi, je travaille sur ma culture, sur les événements qui me marquent à chaque période, parce que ce sont les choses que je ressens. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Jacob Bleu, plus connu sous le nom de Jaco Bleu, artiste visuel, pédagogue, fondateur de galeries, initiateur de festivals et figure majeure de la scène artistique ivoirienne. Depuis 30 ans, il tisse un langage artistique singulier entre spiritualité, mémoire culturelle et transsymbolique à travers une diversité de médiums nourris des traditions africaines, Dan, Dogon, Sénoufo, Maasai, dans une démarche résolument contemporaine. Son travail dépasse largement nos frontières. Biennale de Venise, Documenta 14 à Cassel et Athènes, Art Paris 2025, Expo universelle d'Osaka au Japon. Il rayonne en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Et 2025 marque un tournant. Pour célébrer ses 30 ans de carrière, il a inauguré la Jaco Bleu Art Gallery, un tout nouvel espace de 400 mètres carrés au cœur d'Abidjan, à Cocody de Plateau. Ce lieu unique accueille expositions, coworking space, spectacles, conférences, boutiques et cafés. Un vrai laboratoire de création et de transmission. Aujourd'hui, Jacob Bleu nous partage son parcours, sa vision et ce que signifie pour lui créer, bâtir et transmettre en Afrique. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Jacob. Bonjour Edith. Comment tu vas? Ouais, très bien, ça va. D'accord. Alors, je suis très contente de te recevoir, comme je le fais pour chacun de mes invités. C'est toujours un plaisir de recevoir une sommité dans le domaine des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Et tu as inauguré, donc récemment, en juin, le 5 juin 2025, une nouvelle galerie. Tu peux nous en dire plus? Merci. Je pense que avec tout le parcours que j'ai eu depuis plusieurs années, il fallait qu'à un moment donné, je marque, je marque le coup. Et donc, dans le cadre de la célébration de mes 30 ans de carrière, bon, j'aime pas trop l'expression, j'ai dit plutôt 30 ans d'exposition, parce que je peins, je dessine depuis ma tendre enfance, donc 30 ans d'exposition. Je me suis dit, bon, mais il faut quand même marquer tout ce parcours-là en établissant un espace qui pourrait être utile non seulement à moi-même en tant qu'artiste, mais aussi à tous les autres créateurs. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé de mettre en place cette galerie, Jaco Bleu Art Gallery, voilà, qui a même un espace d'exposition, de spectacles, de conférences, de rencontres, avec une boutique, un coworking space pour que les gens puissent venir s'asseoir là et travailler un peu. Voilà, c'est un peu comme un centre culturel. En réalité, c'est un centre culturel ou un centre d'art. Mais bon, il faut avoir une identité. Donc, Jaco Bleu Art Gallery, je pense que c'est plus commode, c'est plus adapté. En tout cas, c'est magnifique, c'est grand. J'ai dit à l'entame donc de cet épisode que c'était 400 mètres carrés de surface avec plusieurs salles d'exposition, comme tu l'as dit, un café, un bar, une salle de conférence et puis le coworking space. Il y a eu énormément de monde donc pour l'inauguration, près de 800 personnes, Ouais, 874 personnes qui étaient présentes. Ouais. Comment on se sent quand on est artiste et également promoteur culturel
avec autant d'années on va dire de travail, de carrière et d'exposition, comment on se sent ce jour-là? Comment tu t'es senti, Jacob Bleu? Ben, j'étais fier, j'étais très heureux. Et surtout de savoir que quand même, pour une première fois, les gens font la queue pour venir dans une galerie d'art. Non, il y avait du monde, Il y avait la du queue, monde. franchement, oui. Ce n'est pas dans les habitudes des gens avoir 874 personnes qui s'inscrivent pour venir voir un espace culturel, surtout une galerie d'art. C'est assez rare, c'est assez rare. Sans oublier que la veille, le 4 juin, j'avais déjà fait une préouverture à l'intention des autorités, des personnalités, où la ministre de la Culture était là, l'ambassadeur de France était là, et d'autres ambassadeurs et ambassadrices, et chefs d'entreprise et amis étaient là. Donc, on avait déjà plus d'une centaine de personnes, le 4 juin, qui étaient venus déjà voir l'espace. Donc, quand on comptabilise le tout, on va se retrouver pratiquement près de 1000 personnes et qui sont venus à l'ouverture de cette galerie. Donc, c'était vraiment une fierté. Et cela m'a rassuré également dans le fait que les gens me suivent. Ils me suivent, peut-être qu'ils comptent sur moi, ou bien que je suis un modèle pour beaucoup, parce qu'il y avait aussi certains de mes anciens étudiants, certains collègues également, professeurs, et tout ça qui étaient là, et d'autres amis voilà, qui ont toujours été à mes côtés. Donc, vraiment, cela m'a rassuré. Et ce qui veut dire également que, bon, je ne me suis pas trompé. En voulant mettre en place cet espace, je ne me suis pas trompé parce que les gens attendaient peut-être une adresse, un lieu où ils verraient du Jacob Bleu, où ils rencontreraient Jacob Bleu régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment cette fierté-là. Il y a eu beaucoup de témoignages à ton égard de personnes qui te connaissent depuis de nombreuses années, qui te côtoient, qui vivent avec toi. Quels sont les témoignages qui t'ont le plus touché au point d'avoir une petite larme à un moment donné pendant cette soirée? Bon, tous les témoignages avaient leur pesant d'or. Tous les témoignages étaient importants. Et je pense que ce sont des moments assez émouvants. C'est quand même des moments assez émouvants. Ceux qui m'ont vu à mes débuts, comme Madame Kassi, qui est la directrice actuelle de la Maison des Arts de Grand Bassam, mais qui à l'époque était la directrice du musée d'art contemporain de Cocody, que le maire à l'époque, Mel-Eg Théodore, avait mis en place à Cocody, non loin de la Banque mondiale, là, qui est maintenant, bon, qui a disparu maintenant, je pense. Donc, elle était la directrice de ce musée d'art contemporain, mais qui fonctionnait plutôt comme une galerie d'art. Voilà. Donc, à notre sortie des Beaux-Arts en 1995, ça a été le lieu où on a fait notre première grande exposition de sortie de promotion. Et donc, c'est là que j'ai été accueilli dans cet espace avec le soutien de Mel Théodore. Après, le gouverneur Guy Néré, l'ancien directeur de cabinet d'Oufouette-Boigny, l'inamovible directeur de cabinet d'Oufouette, donc qui est resté directeur de cabinet d'Oufouette depuis 1960 jusqu'à la mort d'Oufouette en 1993, qui m'avait adopté également et donc qui venait régulièrement là à toutes les expositions que je faisais. Donc, Mme Sylvie Kassi-Memel a rendu ce témoignage-là pour dire, bon, on était au début avec Jacob Bleu et tout ça, et après, il y a eu d'autres témoignages. Mon collectionneur principal, M. Paul-Émile Dieudonné, qui est d'origine belge, voilà, mais qui me suit depuis les Beaux-Arts également, depuis l'école. Oui. Il vient en Côte d'Ivoire depuis combien d'années? Bah, en tout cas, moi, en 1995, lorsqu'on se rencontrait, il était déjà en Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'imagine que ça fait plus de 30 ans quand même qu'il est là. Donc, il a sa résidence ici à Danga et une autre résidence en Belgique. Mais le monsieur, il me suit depuis plus de 30 ans. Et chaque année, il m'achète des œuvres. Aujourd'hui, c'est, je dirais, si on doit faire un musée Jacob Bleu, je pense que c'est chez lui qu'il faut aller. Ça sera grâce à lui. Voilà, grâce à lui, parce qu'il a quand même un certain nombre d'œuvres de chaque période de mon travail, depuis l'époque en tant qu'étudiant jusqu'à aujourd'hui, à cette époque beaucoup plus professionnelle. Donc, chaque année, il prend des œuvres et c'est un témoin vivant
Voilà. Donc, je dirais même que les 30 ans, là, c'est lui. Hein, c'est lui Oui. qu'on célèbre d'une manière ou d'une autre. Et puis, un des témoignages quand même qui m'a aussi marqué, c'est ma fille, Carmel. Carmel Bleu. Carmel Bleu, mais vraiment, je ne savais pas qu'elle avait autant de choses à dire, autant de choses à dire sur son père et sur moi et tout. Cela m'a montré que, bon, vraiment, elle m'aime beaucoup et qu'elle pense beaucoup à moi. C'est vrai qu'on a vécu toutes les galères ensemble, hein. Oui. Voilà. Elle a grandi avec un artiste. Voilà, elle a qui bouge grandi beaucoup. avec moi. Je me souviens à l'époque même, je la laissais pour aller faire des expos ou bien pour aller faire des tournées. J'y restais 3 mois, 2 mois. Euh, je me souviens même une année, j'étais resté pratiquement 5 mois à l'extérieur. Wow. Et donc, à mon retour, quand elle m'a vu, elle ne savait pas s'il fallait m'appeler papa ou tonton. C'était compliqué. Mais elle était très petite. Ouais, hein. ouais. Elle était très petite. Donc, ce sont des choses quand même qui m'ont marqué. Et donc, son témoignage a été très émouvant. Et puis, évidemment, mon épouse, bon, même si aujourd'hui, nous sommes C'est moi à une émission Edith Broubleu. spéciale, Edith Broubleu, voilà, également, qui a témoigné de ce que elle a. En tout cas, elle a quelqu'un qu'elle apprécie beaucoup, voilà, vu son état peut-être de spiritualité, de calme, de choses. Bon, tout ça, c'est sorti quand même ce jour-là. Bon, donc c'était bien et surtout le fait qu'on soit complémentaires, hein, parce que moi, c'est vrai, je suis dans l'art et tout, mais Edith est dans la communication. Donc, il y a cette complémentarité-là dans le travail, dans la mission que nous avons. Et donc, voilà un peu quelques éléments. Bon, il y a d'autres qui ont rendu des témoignages, hein, voilà, mais que je remercie déjà hein, au passage et qui étaient tous là, en tout cas tous ceux qui étaient là ce jour-là. Donc, comme je l'ai dit, mes collègues, parce que j'ai enseigné longtemps hein, dans nos écoles d'art, à l'école d'architecture aussi, donc qui étaient là, donc le président de l'ordre des architectes qui était là, la directrice, ex-directrice de l'école d'architecture qui était là, c'est un collègue des différentes écoles où je suis passé également qui était là, des artistes également. Donc vraiment, je dis merci, un grand merci à tout ce monde-là qui est avec moi depuis, qui m'accompagne et surtout à mes collègues artistes. Voilà. Leur dire que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage et surtout la passion. Parce que quand on est passionné par quelque chose, ben bon, on la vit assez simplement, sans douleur et sans difficulté. En tout cas, il y avait beaucoup de ferveur pendant cette soirée d'ouverture, de célébration, beaucoup de retrouvailles, de rencontres, de jeunes aussi, beaucoup de jeunes qui étaient présents, qui avaient soif de découvrir donc ce nouvel espace et de s'imprégner donc des 30 ans d'exposition de Jaco Bleu. J'ai vu des photos que moi, je n'avais pas encore vues de ta jeunesse et tout ça, aux Beaux-Arts, à la fac et tout, et puis bon, ton évolution jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, bravo. Merci. Félicitations à toi. Merci. Pour tout le travail abattu et que tu continues d'abattre. Et surtout pour ta constance. Donc, ta constance et ta durabilité dans ce domaine. Ouais. Et malgré les hauts et les bas, les difficultés, tu tiens comme un roseau et tu tiens ferme sur ta passion qui est l'art, la peinture et tout. Ouais. Dans cet espace, à quoi doit-on s'attendre? Quelles sont les activités qui sont prévues à la Jaco Bleu Art Gallery, qui est surtout très bien située, donc aux 2 plateaux à Guien, Las Palmas, carrefour de Las Palmas, juste au-dessus de la pâtisserie abidjanaise, qui est notre voisin. Ouais. À quoi doit-on s'attendre dans les prochains mois? Ben, il faut dire que, comme je l'avais indiqué, hein, c'est un peu comme un centre culturel ou un centre d'art. Donc, il n'y aura pas que des expositions. Voilà, c'est vrai que nous avons 4 salles d'exposition modulables en plus, voilà, où on peut avoir des artistes qui exposent concomitamment, séparément ou ensemble, faire une exposition collective. Parce que j'ai constaté qu'en général, les galeries ont une seule grande pièce, de sorte à ce que lorsqu'un artiste occupe l'espace, les autres qui veulent exposer là sont un peu coincés. Il faut attendre plusieurs mois pour pouvoir exposer. Or, à Jaco Bleu Art Gallery, il y a cette possibilité-là de pouvoir exposer en même temps
qu'un autre artiste, hein, puisqu'il y a plusieurs pièces. Et puis, au-delà de ça, il y a une autre facilité que nous accordons. Il y a des artistes qui n'ont pas de galeristes ou qui n'ont pas de galerie. Parce qu'en général, les galeries ont leur écurie où elles peuvent avoir peut-être 4, 5, une dizaine d'artistes au maximum. Donc, elles ne prennent plus d'artistes, ce qui fait que la majeure partie des artistes sur le terrain n'ont pas de lieu où exposer. Donc, à Jacob Bleu Art Gallery, une des politiques que je mets en place, c'est de permettre aux artistes qui n'ont pas de galerie, qui sont autonomes certainement, de pouvoir venir exposer là, sans forcément avoir un contrat d'exclusivité avec moi, sans forcément être dans mon écurie, parce que je ne m'auto-proclame pas en tant que galeriste. Hein. Voilà, je suis un artiste qui met en place une galerie, un espace qui peut permettre aux autres et à moi-même de pouvoir avoir un lieu pour présenter ses travaux et avoir une adresse. Donc, il y a cette possibilité-là. Et puis, bon, nous-mêmes, nous allons initier quelques expositions en faveur d'autres artistes qui voudraient bien, et bon, ou même faire de petits salons, de petits festivals, de petites foires d'art où on aura des jeunes talents, des talents émergents et puis peut-être même des talents confirmés. Voilà. Et aussi, il y a une demande très forte au niveau de l'extérieur parce que j'ai plein d'amis en Amérique, en Europe, en Asie et un peu partout en Afrique qui généralement ont souvent besoin de venir exposer en Côte d'Ivoire ou bien venir faire connaître leurs travaux auprès des Ivoiriens ou des Africains, mais qui n'ont pas de lieu où exposer. Donc, ça peut être également un cadre pour ceux-là pour venir exposer. Et donc, on peut leur louer l'espace, surtout louer, et puis leur permettre de pouvoir exposer. Donc, cela peut se faire aussi en partenariat. Hein. Ça peut être une organisation, une association ou une ONG ou une institution. Donc, l'espace est vraiment à disposition. Et au-delà de ça, il faudrait qu'on sorte du modèle classique des galeries, où après une exposition, il n'y a plus rien. Oui. Il n'y a plus rien. Parce que c'est vrai, ça fait plus de 30 ans de carrière, mais ça veut dire que j'ai connu aussi le fonctionnement des galeries, puisque j'en ai monté, j'ai monté plusieurs galeries, j'en ai dirigé. J'avais même ma première galerie personnelle qui était le Basquiat Gallery. Avant ça, j'ai eu le Lab, Gallery. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup tourné. J'ai eu Pièces Uniques également et tout ça. Donc, je connais un peu le modèle. Il se trouve qu'après les vernissages, donc après les ouvertures des expositions, en termes de fréquentation, il n'y a pratiquement personne qui vient dans les galeries. Donc, vous pouvez ouvrir une exposition avec 100 personnes. Et puis, les jours qui suivent, vous n'avez qu'une ou deux personnes qui viennent. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un certain nombre d'animations. C'est pour ça que j'ai mis en place une salle de spectacle et de conférences, de sorte à ce que les gens puissent louer l'espace, venir faire leurs conférences, leurs séminaires, leurs rencontres. Ça permet d'avoir du mouvement dans la galerie de façon régulière. Ceux qui veulent faire également de petits spectacles. Voilà, à l'époque, j'organisais régulièrement les spectacles de slam. Voilà, j'ai été un des promoteurs du slam en Côte d'Ivoire avec le collectif au nom du slam. Donc, aujourd'hui, il y a cette possibilité-là de faire des petits spectacles de slam, de contes, de théâtre, des événements pas trop lourds, hein, des spectacles pas trop lourds qui permettront aux gens de venir suivre le spectacle, mais en même temps entrer en galerie. Donc, il y a ça. Et puis, à côté, comme on le sait, beaucoup aujourd'hui n'ont pas de lieu où s'asseoir pour travailler ou passer la journée. Donc, j'ai pensé à mettre en place un coworking space, voilà, où les gens, librement, ils viennent passer leur journée là, on leur offre un café, on leur donne à boire, ils ont le Wi-Fi, ils s'installent, ils travaillent, ils passent la journée paisiblement pour quitter peut-être un peu le train-train de la maison ou les bruits, ou peut-être n'a pas envie d'aller au bureau ce jour-là, ou bien la personne n'a même pas de bureau d'ailleurs, mais qui cherche un lieu où travailler. Donc, il peut passer la journée là. Donc, une contribution, une modeste contribution pour pouvoir s'asseoir et passer sa journée et travailler tranquillement. Voilà, donc c'est un peu ce genre d'initiative-là que j'essaie de mobiliser autour de la galerie. Et puis, il y a aussi un café. Oui. Un genre café et bar. Voilà. De très grands vins et spiritueux. Ouais, bon, j'aime pas trop les thèmes bar, mais bon, une cave café. Voilà. Ça, une cave café. La cave de la galerie, où vous pouvez aussi venir vous asseoir là, prendre un petit pot, échanger
et tout ça, prendre un verre, voilà, que du vin, du champagne, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Et puis, passer du bon temps en admirant les œuvres d'art. C'est ça aussi, c'est surtout ça le plus important. Parce que lorsque les gens achètent les œuvres, ça va chez eux. Mais chez eux, là, c'est un lieu de vie où les gens passent, ils se retrouvent au salon, ils causent, ils échangent, ils mangent, ils boivent. Donc, il faut créer un peu ce cadre-là en galerie, de sorte à ce que quand les gens y passent, ils se sentent chez eux en étant quand même en galerie. Donc, voilà un peu ce à quoi on s'attend lorsqu'on vient à la galerie. Donc, en fonction de tout cela, nous sommes en train de mettre en place toute une programmation pour que les spectacles démarrent. Il y aura également un genre d'apéro débat qui sera mis également en place, dont le premier va se faire déjà avec l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, dans quelques jours, où je reçois tous les journalistes culturels pour parler de la galerie, pour parler de ma carrière, pour parler de ce qu'on y fait. Et puis, de façon périodique, une fois par mois ou chaque 2 mois, on va rassembler des intellectuels, des critiques d'art, des écrivains, des professionnels du milieu autour d'un débat, autour d'un sujet, un thème, pourquoi pas, voilà, pour échanger. En tout cas, pour mettre en place de l'animation. Et puis, en termes d'exposition, bon, comme je l'avais déjà indiqué, ceux qui veulent louer, les portes sont ouvertes. Ceux qui veulent venir là régulièrement faire des choses, les portes sont ouvertes. Et puis, nous préparons également une programmation. J'ai déjà eu des contacts. Récemment, en étant à Dakar, j'ai été approché par un certain nombre d'amis même qui veulent faire venir des artistes à Abidjan pour des expositions et tout ça. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se préparent. En tout cas, ça s'annonce très riche en termes de contenu, d'activité. Et pour vous, mes très chers abonnés, mes fidèles abonnés, les portes de la galerie, de la Jacob Bleu Art Gallery, vous sont également ouvertes. Vous pouvez venir passer du bon temps, venir vous asseoir, contempler les œuvres ou bien travailler. Si vous avez un bout dans la zone des 2 plateaux, vous pouvez venir vous poser là tout simplement pour bosser. Et bien sûr, pour ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des nouveaux épisodes sur votre chaîne préférée, Edith Brou Bleu, avec le podcast Des choses à dire. Et bien sûr, aujourd'hui, je reçois Jacob Bleu, le célèbre artiste contemporain ivoirien qui, bien sûr, a marqué son temps avec 30 ans de carrière, 30 ans d'exposition. Aujourd'hui, on parle de son parcours. Et on va continuer d'entrer en profondeur en revenant sur ses pas. Exactement. En revenant sur ses pas, tu as créé beaucoup de galeries. Tu as été à l'initiative de beaucoup d'activités dans le monde des arts. Tu as parlé de Le Lab. Oui. Le Lab, qui est en tout cas la première galerie dans laquelle tu as bossé, tu as travaillé, que tu as monté également, qui se situait aux 2 plateaux. Oui. En face de l'ancien de l'HB de Odile Boulevard, qui est aujourd'hui le Bloom. Ouais. Que vous, votre génération, en tout cas certains de cette génération connaissent plus. Nous, on a connu Olive Boulevard. C'était Olive Boulevard avant et c'était juste en face de Le Lab. C'était quoi Le Lab? Et comment ça a démarré? Et avec qui tu as démarré? Bon, Le Lab, en fait, c'est une initiative de Thierry Fieux, voilà, qui est un très grand amateur d'art, un féru d'art, un collectionneur et tout. Donc, il avait monté cette galerie-là parce qu'il n'habitait pas loin. Il était juste derrière Hollywood Boulevard, là, dans la zone. Donc, juste, il fallait qu'il traverse, quoi. Donc, il a monté cette petite galerie. Mais c'était vraiment, comme on le voit, les magasins sur la rue des Jardins, c'est vraiment des petites choses. Donc, il avait pris une petite pièce. Et à l'époque, j'étais en France. Et on avait monté une très grande exposition à la Cité internationale des arts avec mon ami Célestin Kofi Yao, docteur Kofi Yao, et une exposition qu'on avait intitulée Out of Africa. Donc, les artistes en dehors de l'Afrique, de la diaspora. Donc, il avait rassemblé une trentaine d'artistes et ça a été un très grand succès, ça s'est très bien passé. Et donc, je me suis dit, mais bon, c'est vrai que ça, on le fait à Paris, on est en 2006, mais pourquoi ne pas monter un projet similaire à Abidjan? Voilà, parce qu'il
il faudrait qu'on puisse faire venir les gens vers nous plutôt que de toujours partir, voilà, parce que j'ai eu une période très française quand même de 2001 jusqu'à 2006 pratiquement, pendant pratiquement 5 ans Tu as vécu là-bas. où j'ai vécu presque là-bas, parce que bon, je ne restais pas toute l'année, parce que j'enseignais en même temps encore. Donc, j'ai sillonné presque toutes les villes, Marseille, Lille, Paris, Nancy, Strasbourg, Metz. Bon, je parcourais les endroits pour des expositions et tout. Et donc, après cet événement, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on revienne chez nous. Au lieu de rester dans une logique de diaspora, il faut plutôt faire en sorte que ce genre d'initiative-là se fasse en Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis rentré, Thierry Fieux, je le connaissais déjà parce qu'il m'avait acheté des œuvres depuis 1998, qui m'avait déjà acheté des œuvres. Et il me suivait aussi, il venait même me voir à l'époque, même à Koumassi, quand j'avais quitté la cité universitaire. Et donc, j'ai vu qu'il avait monté une petite galerie, le Lab. Donc, je suis allé le voir, il dit, ah, mais Thierry, la galerie, là, c'est bien et pas mal. Très design. Mais moi, j'ai un autre projet qui est important, c'est de monter l'un des plus grands festivals d'art visuel africain, en parallèle avec la Biennale des Arts de Dakar. Voilà, parce qu'à l'époque, nous, on avait fait, la Côte d'Ivoire avait organisé les Graffolies. Après, il y a eu Palaiso aussi, donc qui étaient des très grands événements d'art contemporain et de design, mais qui ont disparu après une édition. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, après l'événement qu'on vient de faire à Paris, pourquoi ne pas monter un événement aussi important à Abidjan, pas pour concurrencer la Biennale de Dakar, non, mais la Côte d'Ivoire est quand même une plateforme importante où il y a des grands collectionneurs, où il y a de l'argent qui circule et tout, où il y a des acheteurs et tout. Donc, faire en sorte quand même à ce que nous puissions avoir un événement fédérateur. Donc, j'en ai parlé à Thierry. Il dit, ah ouais, que c'est une bonne nouvelle. Mais sauf que on n'a pas d'espace. Si on veut prendre l'hôtel Ivoire, les salles coûtent cher pour un événement de ce genre. Oui. On ne peut pas le faire en un jour, en 2 jours. Il faut peut-être prendre une dizaine de jours ou 2 semaines pour faire un événement assez costaud. Ouais. Donc, comment on fait? J'ai dit, bon, il faut qu'on trouve une solution. Donc, on cherchait les espaces. Et donc, c'est dans cette période-là qu'il m'a dit, mais c'est bien qu'on est en train de réfléchir aux espaces, mais moi, j'ai la petite galerie que je viens de monter. Mais pourquoi tu ne viendrais pas m'accompagner dessus déjà pour qu'on puisse s'asseoir en même temps, travailler sur le projet. Donc, c'est comme ça que Thierry et moi, on a commencé à collaborer sur la galerie Le Lab. Okay. Et pendant cette période-là, on préparait un peu le projet et c'est là qu'il m'a dit, mais il a son ami, Ila Donvaï. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue, Ila, qui a des grosses villas, des très grandes villas avec son frère Richard Donvaï, mais qui pense mettre en place une fondation en hommage à leur papa, Boza Donvaï. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aller la voir pour échanger avec elle, pour voir si cet espace peut accueillir l'événement que tu veux organiser? Il dit, ah, mais pourquoi pas? Donc, c'est comme ça qu'on a rencontré Ila. Mais elle et moi, on se connaissait aussi déjà, y compris Thierry Fieux. Et elle a dit, ah, mais c'est une très bonne idée. Donc, ça va lui permettre en même temps d'ouvrir. C'est comme ça que la fondation Donvaï est née, en réalité. Okay. Elle avait déjà ça, mais il fallait quelque chose qui puisse lancer le mouvement. Et donc, c'est à partir de ce festival-là que j'ai organisé avec Thierry Fieux et elle-même d'ailleurs, que la fondation Donvaï est née. Et c'est comme ça que Thierry et moi, nous sommes restés ensemble. Donc, le Lab, en face d'Hollywood Boulevard. Après, on a pris le magasin d'à côté, qui était un magasin de vente d'habits et d'accessoires pour femmes. Donc, on avait les 2 magasins, mais c'était quand même assez étroit. Mais le Lab a bien fonctionné. Ça a aidé à... Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu la première exposition de Paul Sika, le photographe. Ah oui, Paul Sika. Mais ça, c'est aussi une autre histoire. C'est Paul Sika, je pense que... Il y a quelqu'un qui me l'avait recommandé. On m'avait dit, ah, mais il y a un jeune là qui fait des choses bien et tout ça, qui est bon photographe et tout. Et donc, il veut présenter ce qu'il fait. Donc, on lui a dit, ah, de venir te voir, venir voir Jacob Bleu, voilà, qui peut vraiment t'aider. Donc, c'est comme ça que Paul est venu me rencontrer. J'ai regardé. Et dans nos échanges, j'ai vu que lui, il était plutôt porté sur les cartes postales.
ben, les choses commerciales, là, rapidement. Il dit, Ouais. mais tu fais de l'art, mon petit. On prend pas l'art pour faire juste des cartes postales. Parce que lui, il voyait des choses qu'on doit multiplier en 1000, 2000, pour vendre beaucoup. qu'on vende beaucoup sur le marché. Il dit, non, c'est pas comme ça. Donc, on s'est assis. Je lui ai expliqué que là, on est en galerie. En galerie, voilà comment ça fonctionne. Les œuvres que tu as, ce sont des œuvres d'art. Donc, il faut déjà les regrouper par style, les regrouper par thème, les regrouper par couleur, ainsi de suite. Et puis après, on va voir comment les nommer, comment les trier pour vraiment sortir, j'ai dit, la substance de ton travail pour que ce soit vraiment présentable. Ah, il était un peu choqué parce que lui, bon, il est créatif, mais tout ça là, il ne comprend pas. Lui, il est plutôt dans... Et donc, on s'est entendu, on lui a fait faire des travaux, on a trié. Donc, après, j'en ai parlé à Thierry Fieux. On l'a encadré pendant plusieurs mois. Ok. Donc, on faisait des réunions pratiquement une fois ou deux fois dans la semaine. Ok. On dit, bon, telle œuvre, voilà comment il faut faire, tel truc, voilà comment il faut. Même les titres des œuvres, on l'a aidé pratiquement à faire les titres. Hein, Glo, Story, machin, tout ça. Tout. Après, il fallait réfléchir à comment on le fait, hein, de créer toute l'histoire autour de son travail. Parce que, bon, avoir un travail, c'est bien, mais si tu ne sais pas comment le présenter, ça ne sert à rien. Donc, c'est comme ça qu'on a aidé modestement à promouvoir, à lancer Paul Sika. Même toutes les œuvres, c'est nous qui avons fait les tirages à l'époque. On a fait tous les tirages. Bon, maintenant, je ne sais plus où il est. C'est vrai que j'ai plus trop de nouvelles de Paul. Ça fait quand même un bout. Oui. Mais on te salue, hein, Paul, voilà. de là où tu te trouves. Et ça fait voilà, longtemps. voilà. Bravo, en tout cas, pour cette époque. Mais il faut dire quand même qu'à la galerie, le Lab, il y a eu quand même du beau monde qui est passé. Oui, hein. Même le vieux Stenka qui est parti, on l'a exposé. Ça a été une exposition incroyable parce que c'est quelqu'un qui est bon coloriste. Mais quand on arrive dans son musée à Pingerville, ou dans son espace, le monsieur, il avait déjà près de 22 000 tableaux. Ah, c'est énorme, ça. Mais comment on fait 22 000 tableaux. Et qu'est-ce qu'on choisit pour venir exposer? Et donc, Thierry, il a le flair. Et Jacob, prenons quelque chose que les gens n'ont jamais vu. Je dis, mais comment ça? Non, prenons quelque chose que les gens n'ont jamais vu. Mais comment on va prendre quelque chose que les gens n'ont jamais vu? Et en fouillant ces pièces-là, on tombe sur des pièces noires et blancs. Pour quelqu'un dont les œuvres sont très colorées, qui n'a que des œuvres colorées, des grandes pièces et tout, on a sorti plein de cartons comme ça, noir et blanc. On dit, c'est ça qu'on expose. Il dit, et tous mes jolis tableaux qui sont là. C'est noir, blanc, là, vous voulez? On dit, c'est ça qu'on veut. On a exposé, ça a été un franc succès. Après, on a exposé Tamsi Dia, qui a été pris Graffoli. En tout cas, presque tous les artistes qui ont émergé à partir des années 2005, 2006 jusqu'à pratiquement 2010, 2015 sont passés à le Lab. Parce que nous, on faisait tout pour encadrer en même temps l'artiste. Et l'avantage, c'est que il n'y avait pas de contrat vraiment avec les artistes. C'était vraiment pour les artistes. C'était du mécénat. Voilà. Thierry Fieux, il était dans une dynamique de mécénat. Moi, souvent, même, ça m'énervait parce que on mettait beaucoup d'argent sur les artistes pour organiser leur vernissage. On mettait des millions. Et des fois, il n'était pas très... Il n'y a pas de gratitude. Voilà, il n'y a pas de gratitude. Les gars, ils ont fini d'exposer. Ils ont eu plus une petite ouverture. Ils s'en vont. Ils vont signer d'autres contrats. Ils vont signer d'autres contrats ailleurs. Ils s'en vont. Bon, donc ça, souvent... Mais lui dit non, laissons, c'est pour les aider. Aidons-les. Bon, donc... Mais on a beaucoup accompagné. Voilà. En tout cas, c'était une belle époque. C'était une très belle époque. Et après, on s'est déplacé. On s'est retrouvé en zone 4 ou zone 3, où il y a Spirale. Là. Voilà. Donc, on a monté. On avait un espace plus grand. Et là, on exposait presque tout le monde. Donc, Armand Bois, Aboudia, plein. La plupart des jeunes artistes à l'époque sont passés avec nous. Ça s'appelait toujours le Lab? C'était le Lab point 2. Point 2. Voilà, parce que comme on avait changé d'espace, plus grand, mais ça n'a pas duré parce que, bon, après, avec la crise post-électorale de 2010, 2011, ça a été difficile. Ça a été difficile. Thierry même avait bougé un peu pour la France. Et puis, bon, c'était plus trop... Voilà. Parce que bon, pour que les gens viennent acheter de l'art, il faut qu'il soit... Il faut qu'il ait la paix. Il faut qu'il ait la paix, qu'il soit stable dans l'esprit, parce que ce n'est pas la préoccupation première en période de crise. Sauf que
dans les périodes de crise, si vous voulez sécuriser vos moyens, votre argent, il faut mettre quand même dans l'art. Hein. La plupart des grandes collections se font souvent dans les périodes de crise, dans les périodes de guerre et tout. Ben, je ne le souhaite pas, mais je pense que pour sécuriser vos biens et votre argent, il faut quand même acheter des œuvres et, bon, que vous conservez. Voilà. C'est un conseil d'expert. C'est un conseil d'expert. Et puis après, quand vous pouvez revendre ou bien vous pouvez garantir pour avoir des moyens. Donc, voilà. Tu as l'initiative de beaucoup de, on va dire, en termes d'émulation, tu as l'initiative de beaucoup d'artistes peintres aussi, d'artistes tout court, pour lesquels tu as impulsé la carrière, on va dire. Soit en choisissant leur nom, soit en les guidant, soit en structurant leur travail et tout. Quand tu regardes ces artistes aujourd'hui, comment tu te sens? Ben, c'est toujours une sorte de... Bon, je vais revenir encore sur le mot, une sorte de fierté. Parce que moi, à l'époque, à l'école, ce que je faisais, c'est que tous ceux qui passaient dans mon atelier à l'école des arts, ce que je faisais, c'est qu'à la fin de formation, avant de vous libérer, je vous baptisais. Je vous baptisais. C'est-à-dire, on prend ton nom de famille, là. Hein? Je dis, bon, tu ne vas pas sortir avec ton nom de village, là, pour mettre sur toi, pour être artiste avec. Donc, je m'arrangeais pour les baptiser eux tous. Donc, on prenait une journée, mais vraiment une journée, au lieu de faire les cours, presque à la fin de l'année, on s'assoit et puis on dit, bon, aujourd'hui, c'est pour vous donner des noms parce que bientôt, vous allez aller sur le terrain, vous serez des artistes. Donc, on recompose les noms, soit des syllabes contre syllabes ou des initiales, ainsi de suite, pour qu'ils se sentent artistes déjà en sortant de l'école. Donc, c'est comme ça que la plupart d'entre eux, Krefadi, même Abou Dia, dont on parle aujourd'hui. Abou Dia, comment tu as composé son nom? C'est Aboulaye Diarra-Souba. OK. C'est Aboulaye Diarra-Souba. Donc, on a pris Abou, et puis on a pris le Dia, Diarra-Souba, le Dia de Diarra-Souba pour faire un nom. Donc, c'est devenu Abou Dia. Kifo, par exemple, c'est Kofi. Donc, on a inversé. Krefadi. Bon, en tout cas, ils sont nombreux. Hein? Ankofa, ce qui est Ange, Kofi, quelque chose. Donc, je recomposais les noms. Et puis, on votait. Hein? Donc, eux tous, ils sont assis là. Je dis, bon, voilà, lui, on a combiné tant. On fait au moins 3 à 4 noms. Et puis, je dis, est-ce que ça sonne bien? Il y en a qui disent, non, ça ne sonne pas bien. Je dis, bon, OK, donc ça, on zappe. Et ça, c'est bon? OK, c'est bon, on maintient. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je m'amusais pratiquement à créer des noms, à baptiser tous ceux qui passaient dans mon atelier et à leur donner un nom. Et puis après, quand j'ai commencé à me lancer au niveau de la promotion des jeunes talents, il fallait quand même encadrer. Parce qu'à l'école des arts, ou bien dans nos écoles, là, que ce soit aux beaux-arts ou aux arts appliqués ou au conservatoire à Bengourou, on ne forme pas aux carrières. On forme juste aux techniques. Oui. Donc, du coup, les gens, ils sortent, ils sont très talentueux, mais après, ils sont perdus. Ils vont où? Comment ils s'organisent? Comment ils font un dossier? Comment ils présentent leurs travaux? Comment est-ce qu'ils peuvent intégrer une galerie? Le marché de l'art même, c'est quoi? Quels sont les éléments constitutifs d'un marché? Donc, je me suis dit, bon, c'est vrai, ils ont été formés, ils sortent, mais qu'est-ce qu'on fait quand ils sont dehors? Parce qu'il y en a aussi que tu rencontres souvent, le gars, il a fait toute la formation, tu t'es décarcassé pendant des années à l'encadrer. Après, tu le vois, il est un tireur de bungee quelque part, ou bien il va au champ, quoi. Donc, ça devenait compliqué. Donc, c'est comme ça que je me suis engagé à encadrer la plupart des jeunes, mais dans un contexte assez formel, en galerie. Voilà, c'est pour ça que je me suis très tôt lancé à accompagner des galeries, à monter même des galeries d'art pour que nous puissions encadrer un peu tous ces jeunes talents-là qui sont formés, mais maintenant qui ont besoin d'avoir de la visibilité. Et pour avoir de la visibilité, il y a toute une démarche. Il faut que le travail soit professionnel, il faut que les présentations soient bien, que le dossier même que tu présentes également soit assez bien structuré et que ce sur quoi tu travailles, ta démarche artistique, tu puisses la défendre et dire sur quoi. On ne travaille pas par hasard. Tu travailles sur quel thème? Tu travailles sur quel sujet? Voilà, quelle est ta vision du monde? Qu'est-ce que tu proposes de nouveau aux autres? Ainsi de suite. Et puis, ton travail, qu'est-ce qui te distingue
Les autres. des C'est autres. ça la difficulté. Voilà, c'est ça souvent la difficulté, parce qu'il y en a qui juste copient parce qu'on dit ça marche. Non, c'est pas parce que ça marche. Toi, tu rends quoi? Quelle histoire? Quel est ton témoignage? Sur quoi tu travailles? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi en tant qu'artiste? Donc, il y a vraiment tout ce travail-là qu'il faut faire souvent. Et donc, je me suis engagé à le faire. Et puis, bon, après, pour que ce soit plus grand, je me suis engagé à mettre en place des festivals. Donc, le festival AVA, la caravane, Festival international des arts visuels d'Abidjan, C'est ça. la caravane des arts plastiques. Ça, c'était quand la caravane des arts plastiques? Caravane des arts plastiques, on a commencé en 98 déjà. Ok. Oui, c'est il y a longtemps, hein, où je faisais le tour des grandes villes de la Côte d'Ivoire. C'était soutenu à l'époque par l'Union européenne, par le ministère de la Culture aussi, où dans chaque grande ville, on arrive, on monte une exposition en relation avec le centre culturel de la ville ou bien la direction de la culture de la mairie de la ville. On monte une expo, on fait des ateliers plein air et puis, bon, on mobilise les gens autour des œuvres d'art. Donc, ça, on l'a fait. Donc, on tournait. Ce n'était pas toujours évident, mais Ouais, j'imagine. voilà, parce que Ça c'est une demande un peu de caravane. Il moyens, faut de prendre un moyens. camion, Oui. charger des œuvres, monter des expositions dans chaque ville, en relation également avec les professeurs d'art plastique ou des artistes qui sont dans ces villes-là, et puis les artistes que nous faisons venir d'Abidjan. Et puis après, un de mes derniers projets, c'est les rencontres internationales des arts numériques, RIANA, que j'ai monté aussi depuis 2017, parce que à l'époque, j'avais la charge de tout ce qui relevait de la culture, du développement durable et des arts numériques au niveau des Jeux de la francophonie. Voilà, donc je me suis dit, mais bon, c'est vrai qu'on va parler de tout ça, mais est-ce que les gens connaissent vraiment ce que c'est que les arts numériques? Donc, je suis allé en France, dans un des grands centres en lien avec les arts numériques, voilà, le centre des arts de Enghien-les-Bains, donc, qui ont une biennale déjà, qui a déjà une biennale et tout. Donc, j'ai travaillé avec eux. Je suis parti même avec le régisseur de l'Institut français, Seydou. On a passé du bon temps avec eux. Et puis, j'ai dit, bon, il faut qu'on mette en place un festival sur les arts numériques parce que c'est au programme des Jeux de la francophonie et les gens ne connaissent pas. Ils vont venir suivre quoi, découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Comment on va les mobiliser? Même dans plusieurs pays, hein, les gens ne savent pas ce que c'est que les arts numériques. Donc, c'est comme ça que, bon, après l'immersion là-bas, j'ai mis en place ce festival-là. Mais tout ça, c'est pour dire aux jeunes qu'ils ont des possibilités. Voilà, de travailler de façon classique, de travailler de façon contemporaine, mais aussi de se lancer sur des possibilités que nous offre aujourd'hui le numérique, voilà, et la technologie. Comment on se sent avec l'arrivée de l'intelligence artificielle quand on est un artiste peintre et qu'on a un outil qui permet de créer à profusion, de copier de l'art et de créer de l'art? Comment on se sent en 2025? Moi, je pense que ça ne gêne pas. Bien au contraire, ça va mettre en valeur les vrais créateurs, ceux qui sont manuels. C'est ça, parce que aujourd'hui, les gens ont peur. Ah non, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas faire les mêmes tableaux? Est-ce que ça ne va pas faire des sculptures? Est-ce que ça ne va pas faire ci, ça ne va pas faire ça? Mais bien au contraire, si l'intelligence artificielle permet de faire des tableaux, de faire des sculptures, ce qui va donner de la force à l'artiste, c'est la capacité qu'aura l'artiste à faire des choses de ses propres mains. Voilà, parce que si toi, tu arrives à faire des choses de tes propres mains avec une certaine qualité, une certaine dextérité, une certaine importance, une très belle finition, une très belle présentation, ben, tu auras beaucoup plus de respect parce qu'on va dire, ah, nous, on comptait sur la machine pour faire, mais lui-même, en tant qu'humain, il fait mieux que la machine. Donc, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter. Et puis, en même temps, ça aide aussi, hein, quelquefois. Hein. Moi, dans mes dernières séries d'œuvres que j'avais réalisées pendant la période de Covid, que j'ai appelée Réalité masquée, pour ceux qui ont bien regardé, ils vont se rendre compte que le travail, il est à la fois peinture, mais en même temps création numérique dedans, parce que ce sont des images photographiques, mais combinées à la peinture réelle. Donc, il y a un jeu où on se retrouve dans une sorte d'univers qu'on ne comprend pas trop. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, bon, ça permet de franchir les barrières et de pouvoir découvrir autre chose. Donc, je ne pense pas que ce soit
une véritable gêne. Bien au contraire, ceux qui voudraient des choses faites, mais iront vers les artistes. Et puis bon, ça peut aussi contribuer à aller vite aussi dans certains travaux. Et ils paieront forcément plus cher parce que le fait d'avoir à profusion du contenu, énormément de contenu produit à profusion, va permettre au travail manuel de se démarquer, donc aux Exactement. artistes Ouais. qui le font avec la main, Ouais. qui le produisent, donc ce travail de l'esprit, de se démarquer encore plus, et ça va encore plus faire monter les prix parce que dans 20, 30 ans, tout ce qui est fait à la main coûtera encore plus cher parce que ça sera rare. Oui, parce que quand un artiste travaille, il y a une part de vie, son esprit, son âme. Oui. Voilà, c'est vraiment dedans. Donc, il y a beaucoup plus de vie à l'intérieur. Voilà, donc ça peut établir facilement une sorte de communion ou de communication avec le collectionneur, l'acheteur ou celui qui a l'œuvre chez lui. Il y a de la vie dedans. Quel est le style Jaco Bleu? Comment tu définirais le style des œuvres Jaco Bleu? Est-ce que moi j'ai un style? C'est ça. Souvent, c'est une des grandes questions. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en matière d'art contemporain, un artiste est déjà très libre. Mm-hmm. Vous voyez, on a des artistes qui peuvent aujourd'hui se permettre de faire des tableaux avec des tissus. Mm-hmm. Demain, il fera des œuvres avec des cailloux. Après-demain, il fera des œuvres avec des capsules. Oui. Ainsi de suite. Donc, on a quand même cette liberté-là parce qu'il n'y a plus de frontières en matière de création. Il n'y a plus de cloisonnement. Hein. Et l'art contemporain, c'est ça. C'est d'aller au-delà de ce qu'on a l'habitude d'utiliser de façon classique là, pour faire des œuvres. Donc, tout peut être art, en fait de compte. On peut se servir de tout pour créer. Donc, dans ce contexte, il est souvent assez compliqué de dire, bon, mais voici mon style, tu vois. Donc, nous, mais en même temps, il faut se dire que ce qu'on fait, il faut que les gens puissent identifier. Mm-hmm. Il faut qu'on puisse savoir que telle œuvre est quand même une œuvre de Jaco Bleu. Oui. Donc, moi, je suis dans une sorte de semi-figuratif, mais très expressionniste. Mm-hmm. Voilà, je suis très expressionniste parce que c'est beaucoup plus le mouvement qui m'intéresse dans mon travail. C'est beaucoup plus l'expression des formes, des couleurs, de la danse, puisque bon, je suis beaucoup plus dans cet environnement-là. Donc, ce qui fait que celui qui voit, il peut reconnaître le travail de Jaco Bleu parce que c'est très, très coloré, avec oui. Voilà, et puis très expressif à la base. Voilà, beaucoup de danse. Ouais. Ça aussi, c'est une période. Hein. Ouais. Il y a eu des périodes masquées, il y a eu des périodes de danse, il y a eu des périodes nomades. Oui, c'est pour ça que j'ai fait mes 30 ans j'ai fait les 30 ans d'exposition parce que dans mon parcours, j'ai abordé plusieurs thèmes. Voilà, donc au début, c'était dans les années 94-95, c'était tout était autour du grand masque échassier, là, le masque dent. Voilà. Parce que je n'ai pas connu très tôt les éléments de ma culture. Donc, aux Beaux-Arts, je me suis dit, mais bon, pour terminer, pour faire ma soutenance, là, pour finir les études, il faudrait que je me rapproche de ma culture. C'est comme ça que je suis retourné vers les masques de chez nous, les masques dents, voilà, qui ont une fonction sociale, mais incroyable. Les masques sont rattachés à la naissance, à l'agriculture, à la sécurité, à la protection, aux éléments funéraires, ainsi de suite. Donc, le masque, ce n'est pas juste l'objet facial que les gens portent là, comme au carnaval. Le masque est une institution qui est en même temps musique, qui est en même temps danse, qui est en même temps initiation. C'est ce tout-là qui est un masque. Ce n'est pas juste le costume ou l'objet facial. Donc, je me suis intéressé à ça. Et puis après, avec le développement, quand j'ai commencé à faire beaucoup de voyages, je me suis intéressé au sujet en lien avec les migrations et tout ça, parce que bon, on voyait des choses qui n'étaient pas tout le temps agréables, surtout vis-à-vis des Africains, voilà, avec tous ceux qui périssent dans la en mer ou même dans le désert et tout ça. Et donc, j'ai travaillé un peu dessus. Et puis après, bon, malheureusement, comme dans nos États en Afrique, il y a toujours des crises sérieuses, des guerres et tout. Donc, je me suis intéressé un peu à cet état, à cette situation-là. Et donc, j'ai produit un certain nombre d'œuvres sur nos crises sociales, crises politiques et tout, mais en mettant l'accent beaucoup plus sur
notre volonté d'aller à la paix, d'aller à la cohésion sociale, d'aller à la tranquillité, ainsi de suite, parce que, bon, on en a besoin pour vivre bien et mieux. Et donc, il y a eu cette période. Et puis, dans notre période Covid, comme on était tous enfermés avec nos masques quand on sortait et tout, donc j'ai fait un travail sur les réalités masquées. De toute façon, on ne nous a pas tout dit sur cette affaire de Covid là jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a traumatisés. Et après, on s'est rendu compte de beaucoup d'erreurs scientifiques et de beaucoup de choses. Et puis, bon, mais là, je reviens à mes sources sur la danse, sur la trance, sur la cohésion sociale, sur la musicalité. Donc, dans mes œuvres, il y a une sorte de musicalité, une sorte de rythme avec beaucoup de couleurs parce qu'il y a la chaleur. Il faut ressentir la chaleur, les vibrations. Donc, c'est ce vers quoi je suis revenu aujourd'hui. Voilà. Très beau parcours. Merci. Est-ce qu'on vit de l'art? Est-ce que ça fait manger son âme, l'art? Parce que peindre, c'est bien, c'est beau. Mais comment on arrive à vivre chaque mois de ces œuvres d'art? Bon. Ça, c'est pour les étudiants Ouais. des beaux-arts, bien ceux qui sont au lycée d'enseignement artistique, qui se posent des questions, ou peut-être leurs parents qui se posent des questions, ou bien même le grand public. Hein, Oui. Ça, là, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Est-ce qu'il y a l'argent dedans? Il y a l'argent dedans. Bon, en fait, c'est une réponse assez diplomatique qu'on donne souvent aux jeunes et à tout le monde. C'est qu'il ne faut pas venir à l'art à la base pour être riche. Parce que ce sont des domaines qui sont assez, je ne dirais pas aléatoires. Parce que tu peux être très bon artiste et ne pas du tout vendre. On a eu l'histoire de Van Gogh qui a vendu une seule œuvre à l'époque à 30 francs français. Donc, à peine 3000 francs CFA. Ah ouais. Voilà, à l'époque. Il est vraiment mort très pauvre. Il est mort pauvre. On lui donnait à manger du pain et tout. Pourtant, c'était un des artistes les plus talentueux de son époque. Mais Van Gogh n'a rien eu de son vivant. Mais aujourd'hui, il a des œuvres qui se vendent à 30 milliards, 35 milliards, 40 milliards de francs CFA. Vous voyez? Donc, il ne faut pas faire là parce qu'on entend beaucoup de chiffres qui circulent dedans. Il faut faire déjà parce que c'est un métier comme tout autre. Comme un chanteur, comme un médecin, comme un avocat. Il faut, vraiment, si tu veux faire l'art, il faut te dire, tu viens faire un métier. Mais un métier qui n'est pas un métier de fonctionnaire, où tu as un salaire mensuel qui va être reversé. Donc, déjà, une fois que ça, c'est bien ancré dans ta tête, cela sous-entend qu'il faut aimer vraiment ce métier-là pour y rester. La passion, bon, c'est un terme qui est un peu complexe à développer, mais il faut vraiment aimer ce qu'on fait et puis persévérer. Parce qu'en général, on rentabilise sur notre art lorsqu'on commence à se faire un nom. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, lorsque les gens commencent à comprendre que c'est du sérieux ce que tu fais. Parce qu'il y a des gens qui sont montés de façon fulgurante et qui ont disparu du jour au lendemain. Donc, souvent, les gens ont besoin d'être rassurés, de savoir est-ce que celui-là, c'est vrai qu'on dit qu'il est talentueux, il est fort, mais est-ce que dans 5 ans, il sera encore là? Est-ce que dans 10 ans, il sera encore là? Mais quand ils savent que tu es constant et que tu travailles régulièrement et que tu travailles bien, surtout, voilà, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, même si le mot n'importe quoi en matière d'art aujourd'hui n'est pas très commode, mais il faut que les gens soient rassurés par la qualité de ton travail et par la persévérance dans ton travail. Et surtout, par ce que tu y mets comme dévouement, comme émotion, comme thème souvent que tu abordes. Voilà, parce qu'il y a des gens qui font des œuvres, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Oui. Parce qu'ils le font par mimétisme. Voilà, quelqu'un qui fait on dit, lui, là, quand il fait les fleurs, ça marche. Toi aussi, tu te lances dans les fleurs. Mais est-ce que tu ressens les fleurs? Oui. Est-ce que tu vis les fleurs? Ouais, moi, je travaille sur ma culture, sur les événements qui me marquent à chaque période, parce que ce sont les choses que je ressens. Ce qui fait que celui qui est en face de l'œuvre, il va, d'une manière ou d'une autre, avoir les mêmes vibrations, les mêmes sensations. Voilà, parce que ce sont des choses que j'ai ressenties, que j'ai emmagasinées d'abord, avant de mettre à la vue de tout le monde. Voilà, parce qu'on ne rend que ce qu'on a en soi. Oui. Tu n'as rien en toi, en termes d'image, en termes de sensations,
en termes d'éléments qui te marquent, qui te touchent, tu ne peux rien rendre. Voilà, donc il y a ça. Et donc, une fois que le nom est établi et que tu es rassurant au niveau du travail, je pense que tu rentabilises. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a tous les moyens de communication. Hein. Les réseaux sociaux. Oui. On peut se faire connaître sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur tous les réseaux possibles. Aujourd'hui, on a des clients, par exemple, qui nous envoient des messages par Instagram ou bien qui nous contactent sur LinkedIn pour dire, bon, mais voilà, j'ai vu vos œuvres, ça m'intéresse, ça coûte combien? Bon, donc, à l'époque, c'était compliqué. Les gens, à l'époque des Van Gogh et autres, là, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, un jeune peut se faire connaître sans forcément passer même dans une galerie d'art. C'est pour ça que je disais la dernière fois, quand j'étais à Barcelone, là, à une amie qui travaille dans le milieu de les galeries d'art, je lui disais, mais il faut que les galeries repensent leur mode de fonctionnement. Si vous voulez rester juste comme une boutique, vous asseyez là, vous appelez 1-2 personnes de temps en temps pour venir passer, mais les galeries vont mourir. Il faut repenser. Aujourd'hui, il y a tous les moyens de communication possibles sur les réseaux sociaux. Il faut utiliser. Il faut créer de l'animation, un peu comme ce que j'ai fait à Jacob Bleu Art Gallery, là. Créer de l'animation autour. Parce que les gens ne vont pas se lever de façon spontanée pour venir en galerie d'art. Jamais. Oui. Moi, je l'ai fait pendant 20 ans. Les gens, ils ne se lèvent pas de façon spontanée pour venir en galerie. Au vernissage, ils sont là. Après, le vernissage, ils ont disparu. C'est ça. Il faut créer des choses, mettre des bibliothèques pour que les gens viennent. Là, j'ai commencé des ateliers d'art pour les enfants, ateliers vacances pour les enfants, qui a démarré déjà ce 8 juillet. Donc, où les enfants viennent. Mais quand ils viennent pour apprendre à peindre, à dessiner, ce sont les parents qui les accompagnent. Ces enfants-là, ils pourraient être des clients demain. Oui. Les parents également qui viennent accompagner leurs enfants pour apprendre à peindre, à dessiner, ils peuvent être vos clients demain. Donc, il faut créer de l'animation. Donc, pour dire aux jeunes qu'il faut se prendre en charge et se battre. Se battre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être en galerie. Les galeries, généralement, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte qu'elles ne piochent que ceux qui sont déjà émergents. C'est ça. En général. Ceux qui commencent à percer. Voilà, ou les gens qui commencent à percer. Bon, la preuve, hein, moi, j'ai vécu ça. Presque tous ceux qu'on a encadrés dans les années 2006 jusqu'à 2015 pratiquement, mais ce sont ceux-là aujourd'hui qui sont pratiquement dans les... Même jusqu'à pratiquement même 2018, ce sont ceux-là aujourd'hui qui sont dans la plupart des galeries d'art importantes qui ont été récupérées. Oui. Parce que, bon, moi, à l'époque, je ne signais pas de contrat, ni Thierry Fieux, ni tous ceux avec qui j'ai collaboré. On ne signait pas de contrat. C'était juste une façon de donner un coup de pouce au milieu et de faire en sorte que le milieu soit dynamique. Voilà. Donc, et tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, il faut se battre. Moi, au début, j'exposais même dans les petites kermesses des écoles. J'allais même dans les balles de fin d'année pour présenter mes œuvres. Tout ce qui est manifestation, quand j'entends parler d'une manifestation dans une commune ou dans une ville ou dans un quartier, je partais demander pour mettre au moins mes tableaux, juste pour me faire connaître un peu. Et puis, bon, après, quand un artiste entend parler d'une foire, d'un salon, il faut s'informer pour voir comment est-ce qu'on participe à cet événement. Parce que c'est là qu'on peut trouver aussi on peut tomber sur des collectionneurs, on peut tomber sur des gens qui peuvent nous accompagner. Voilà, donc il faut se battre. Et puis, à force de se battre et de s'établir, bon, l'argent viendra. Ouais. L'argent viendra. Mais ne vient pas parce que tu entends les chiffres au départ. Sinon, ça va être la désillusion. Il faut se battre, il faut être persévérant. Exactement. Et tu te bats depuis de nombreuses années. Oui. D'où tu viens, Jacob Bleu? D'où je viens de Danané. Tu es né à Danané? Je suis né à Danané, il y a plus de 50 ans. Okay. Je suis né à Danané. Comment s'est passée ton enfance? Mon enfance est une enfance assez particulière. Voilà, assez particulière parce que je suis le premier de ma mère et le dernier à mon père. Ok, le premier de ta mère. Et le dernier? Et le dernier à ton père. À mon père. Ok. Ce qui veut dire que mes grands frères, mes grandes sœurs, c'est des gens qui ont aujourd'hui 70 ans, 80 ans, ainsi de suite. On rappelle que Danané, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région des montagnes. Exactement, je suis un montagnard. Montagnard, les 18 montagnes. Les 18 montagnes. Donc, mon histoire est assez singulière aussi.
Parce que je n'ai pas connu le père, en réalité. Ok. Parce que Tu as son nom, mais tu n'as pas... je ne l'ai pas connu. Ok. Parce que quelques mois après ma naissance, il est décédé. Ok. Et ironie du sort encore, ma mère me confie à sa petite sœur. Après le décès de ton père. Après le décès de mon père, ma mère me confie à sa petite sœur qui, elle, était à Abidjan. Donc, c'est comme ça qu'elle m'envoie chez sa petite sœur qui était à Abidjan, mais elle était au village. Pourquoi tu as envoyé chez sa sœur? Non, parce qu'elle voulait peut-être que son enfant puisse vivre dans un autre contexte. Voilà, avoir un épanouissement. Bon, quitter le village, certainement. Mais toute cette partie-là, je n'ai pas connue parce que j'étais petit. Oui. Peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Et cette dame, donc la petite sœur à ma mère, je n'avais jamais su que ce n'était pas ma propre mère, au fait. Ah, tu pensais que c'était ta mère? C'était ma mère. Ah ouais. Parce qu'elle ne me l'avait jamais dit non plus. Donc, mon père ne vivant plus, ma mère me confie à sa petite sœur, avec qui je vis à Abidjan. Elle-même, elle est restée à Danané. Et je vis avec elle jusqu'à... Je fais le primaire, le collège, le lycée, jusqu'à mes études universitaires. C'est là que je commence à comprendre, quoi. C'est-à-dire, à partir du lycée, j'ai commencé à comprendre un peu. Parce qu'elle aussi, elle était avec son mari, mais ils ont commencé à avoir des enfants. Mais sauf qu'on n'a pas les mêmes noms. Oui. Quand ils naissent, c'est un autre nom. Quand ils naissent, ils ont un autre nom. Et en plus, sur mes papiers, ton extrait de naissance. Sur mon extrait de naissance, ce n'est pas le nom de la femme avec qui je suis. Là, tu as commencé à te... Donc, j'ai commencé à m'interroger. Vers quel âge? Bon, ça, c'est année collège. Oui. Collège, bon, c'est 12, 13, 14 ans. Donc. Mais bon, ce qui était bien, c'est que comme il n'y avait pas trop de différences en matière au niveau de la vie à la maison, bon, donc, mais j'étais quand même intrigué. Donc, ma mère elle-même, je ne l'avais pas vue. Et puis, depuis qu'elle m'a déposé chez sa petite sœur, elle n'est plus jamais revenue. Wow. Donc, je ne l'ai plus jamais revue. Le père, je ne l'ai jamais vu. Et donc, j'ai grandi comme ça. Et quand j'ai commencé à découvrir ces petites choses, j'ai demandé à ma mère en question, donc la petite sœur à ma vraie mère, que ma mère est où, en fait? En fait, je ne voulais pas la choquer, mais je voulais savoir le nom qui est sur mon papier, là, c'est qui? Mais elle tournait tout le temps avec moi. Parce qu'elle ne voulait pas que je sache. Peut-être de peur de me faire mal. De te brusquer. Ou bien de me brusquer, ou bien de trucs. Bon, pour le père, ça, j'avais très vite compris parce que, bon, c'est évident. Quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas ton papa, ça, tu le sais. Hein, tu le sens, oui. Voilà, tu le sens. Donc, ça, c'est pas... Et donc, c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à ce que ma vraie mère réapparaisse. Mais pratiquement, quand j'avais fini mes études dans les années 98, pratiquement, ou 97. Quand j'étais à la fac? Oui. Donc, j'avais fini. J'avais fini les Beaux-Arts 95, 96, je crois. Et donc, je pense que j'avais commencé à travailler. J'avais commencé à travailler en tant que prof. Et c'est là, autour des années 97, 98, je ne sais plus trop, on m'appelle pour me dire « Ah, ta maman veut te voir. » Wow. Bon. Pour moi, ma maman, c'est celle avec qui j'ai toujours vécu. Oui, hein. avec qui tu as vécu à Koumassi. Donc, à Koumassi, Koumassi 05. Donc, je dis, bon, mais bon. Parce que quand j'ai quitté la cité universitaire à l'époque, parce qu'à l'époque, on nous frappait en cité. Ça nous a beaucoup botté en cité universitaire. Je me suis même fait une fracture au pied, alors que je n'étais pas très violent. Je n'étais pas dans les mouvements de casse et de sortie et tout, mais bon. C'est quand les militaires ou les gendarmes montent sur vous, tapent dans le tas, ils frappent tout le monde. Donc, je m'étais fait une fracture à l'époque. Et puis, donc, ça m'a un peu dégoûté. J'ai dit, bon, moi, je vais quitter la cité. Parce que c'est vrai que j'ai commencé très tôt, comme je l'ai dit là, à exposer, à vendre mes tableaux aux gens, à faire des cartes postales, des petites choses. Donc, j'avais un peu d'argent. Je dit, bon, ça ne sert à rien de rester en cité ici. Et puis, on me frappe, on nous bouscule chaque jour, il y a des problèmes. Donc, je suis sorti de la cité. Je suis allé me prendre une maison, comme Koumassi, c'était mon quartier de base. Je suis retenu à Koumassi. Je me suis pris une maison au 05. Okay. Tu avais quel âge à l'époque? Oh, bon.
Bon, j'étais déjà quand même majeur puisque j'avais fini les beaux-arts. Donc, je me prends une maison. Mais bon, dans le quartier, ça faisait bizarre parce que c'est un petit gars comme ça qui vient prendre, c'est même plus, c'était 2 ou 3 chambres salon. Ah, quand même. Voilà, en plein quartier. Voilà. Et puis, je retrouvais mes anciens amis du primaire parce que j'ai fait l'école primaire également à Koumansi et Pépé Pangolin. Donc, on avait tous les amis de Pangolin, les amis de Nord-Est. Tout ça, on se retrouvait. Et puis après, j'ai fait le collège à Port-Boué. Et puis le lycée d'enseignement artistique, évidemment, à l'INA à l'époque. L'INA après, Beaux-Arts. Donc, j'ai toujours tourné dans ces 3 quartiers-là pratiquement, Koumansi, Cocody et Port-Boué. Voilà. Et même quand j'étais étudiant, pour me mettre en cité universitaire, on m'a mis à Port-Boué. Donc, bon, du coup, j'ai fait les va-et-vient de ces 3 communes. Et donc, c'est vraiment à cet âge-là, un peu, je dirais, presque adulte, qu'on m'appelle pour dire, il y a ta maman qui veut te voir. Je dis, ah bon, mais elle, je vais tout voir à la maison, là, on se voit, puisqu'elle aussi, elle n'est pas loin, elle est au quartier Fanny, là, au carrefour Fanny. Donc, je vais souvent la voir. On dit, non, que ta propre mère, là, du village, là, elle est là. Ça dit, ta propre mère du village, sans les gants. Sans les gants, il dit, ah bon, d'accord, mais ok, donc, je lui ai dit, bon, c'est un peu chaud. Donc, dites aux deux de venir à la maison. C'est ça. Voilà, au moins. Donc, c'est comme ça qu'elle est venue. Je l'ai vue. Comment tu t'es senti? Ah, c'était chaud, hein. C'était difficile. Mais en même temps, comme il n'y avait jamais eu ce lien, parce que depuis ta naissance... Oui, tu ne la connais pas. Bon, je ne la connais pas. C'est une étrangère. Voilà, c'est une étrangère. Donc, elle est là. Bon, je l'ai saluée et tout. Elle pleurait, elle coulait des larmes et tout. Mais bon, après... Bon, moi, j'étais un peu froid, quoi, parce que... Oui, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Tu ne la connais pas. Je ne la connais pas. Est-ce qu'elle t'a expliqué pourquoi, elle m'a jamais pendant expliqué. ces années, elle n'a jamais demandé de tes nouvelles, elle n'a jamais venu te voir? Demandé. Pourquoi elle t'a donné? Non. Elle ne m'a jamais expliqué. Ouais. Et ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Parce que je dis, bon, mais comment on fait? Celle que j'appelle maman est là. Et sa grande sœur, qui est ma propre mère, est là. Bon, je n'ai pas dit maman et maman, quoi. Donc, c'est compliqué, tu vois. Donc, c'était un peu chaud, là. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, bon, OK. Bon. Donc, on se voyait comme ça. Je vais en famille, on se voit. De temps en temps, elle vient à la maison aussi. Mais le courant n'est pas vraiment passé. Oui. Honnêtement, le courant n'est pas vraiment passé. J'ai fait ce que je pouvais pour mettre à sa disposition un peu d'argent et tout et tout. On se parlait. Mais après, j'arrivais pas vraiment à l'appeler maman. C'était un peu compliqué. Et puis bon, c'est resté comme ça, quoi. Jusqu'à après, quelques mois après, elle est retournée. Elle est retournée. Je suis resté avec celle qui a toujours été considérée comme ma mère. Et la difficulté dedans, c'est que mes propres frères, donc mes aînés, là, grands frères, grandes sœurs, puisque comme je l'ai dit... Ils sont combien au total? Ouf! Ils doivent être 6 au-dessus, puisque je suis le dernier du père. Oui. Et le premier à la mère. Oui. Donc, j'ai presque 6 au-dessus de moi et près de 4 ou 5 en dessous. Oui. Je suis au milieu, au fait. Oui. Mais eux aussi, ils ne m'ont jamais rien dit. Ils ne se sont jamais approchés de toi. Ils ne se sont jamais approchés. Wow. Ils n'ont jamais cherché à savoir où j'étais, comment pour eux. Bon, j'ai été confié à une famille qui s'occupe bien de moi. Bon, pour eux, c'était suffisant. Mais eux, moi-même, on ne se connaissait pas. Pas du tout. Je ne savais même pas que j'avais des grands frères et des grandes sœurs. C'est plus tard, avec les échanges et tout ça avec ma mère, là, elle m'a dit, ah, mais tu sais que tu as un grand frère qui est ici. Est-ce que tu sais que tu as une grande sœur qui est là? C'est que tu as un tel qui est à Boaké, tu as un tel qui est à Danané, tu as un tel qui est à Amman. Beaucoup de chocs quand même. Beaucoup de chocs. Tu as un tel qui est à Abidjan. Et puis, depuis tout ce temps-là, ils ont un petit frère qui n'ont jamais cherché à rencontrer, à approcher. C'est incroyable. Est-ce que tu considères ça comme une blessure dont tu n'as jamais guéri? Ben peut-être, pour pas une blessure, mais je pense que ça m'a... C'est peut-être ce qui fait que je me bats beaucoup.
Parce qu'il a commencé très tôt à me prendre en charge. Depuis le lycée, même souvent à la rentrée comme ça, là, quand la maman commence à chercher, à voir, ah, mais comment on va payer les trucs, il dit, non, moi, j'ai déjà payé mes fournitures. Hein. Ah, ça? Au lycée déjà? Déjà au lycée. Ah, ça. J'ai déjà payé mes fournitures. Non, 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 moi, j'ai déjà acheté ça. Parce qu'en vacances, je ne m'assois pas. En vacances, là, je cherche des petits boulots. Je vais aller sur les chantiers pour travailler peut-être avec les maçons. Les Manawa, là. Voilà. Je vais dire, bon, moi, je vais venir vous aider à être aide maçon ou bien à être aide électricien ou aide plombier. Ou bien, comme je faisais déjà la calligraphie, des petites choses comme ça, je vais faire les calligraphies pour les écoles, pour les magasins, faire les enseignes. Donc, je me débrouillais déjà très bien depuis le lycée. Et l'avantage, c'est qu'au lycée d'enseignement artistique, à l'époque, à l'INA, on avait une bourse comme des étudiants. On avait déjà plus de 30 000 francs chaque mois. Ah oui, vous étiez boursier, bien. on était déjà bien. Donc, la bourse plus mes petits gombos que je faisais. Et pendant aussi les vacances, je ne m'asseyais pas, je m'arrangeais pour... Donc, a priori, je n'avais pas trop de problèmes de moyens parce que je me battais. Oui. Tu te considérais déjà un peu comme seul au monde? Comme seul au monde. Oui. Ça a toujours été comme ça. Même dans ma vie professionnelle aujourd'hui, pour ceux qui me suivent ou bien qui ont toujours été avec moi, ils vont remarquer que je n'attends pas toujours qu'on vienne forcément m'aider quand j'ai quelque chose à faire. Je m'arrange toujours pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est ici, j'ai dit, je vais faire telle chose, je me bats et je me donne les moyens de les atteindre. Oui. Je n'attends pas. Et souvent, même quand les gens commencent à trop m'embrouiller, je les laisse et m'en vais. J'attends pas, au fait. Tu avances. J'avance. Je n'attends pas du tout. Parce que quand je veux faire, je le fais. Et je me donne les moyens de le faire. Je trouve les moyens pour le faire. Donc ça m'a vraiment aidé, hein, d'une façon ou d'une autre, parce que bon, mais après, quand tu te dis que tu n'as personne, voilà. Mais après, j'ai découvert que j'avais des oncles très bien placés, qui étaient des hauts cadres, des grands frères, des tantes et tout ça, qui étaient des gens d'un certain niveau et tout. Bon, ça, c'est vraiment après. Bon, et puis j'ai commencé à les côtoyer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bleus en Côte d'Ivoire. Ouais, il y a quelques bleus. Il y a quelques bleus. Mais ce sont les similitudes. On n'est pas forcément de la même famille. Voilà, mais bon, on se parle, on s'entend et puis bon, mais voilà. Ta mère a vécu combien de temps après que vous soyez rencontrés? Oh, quand même une dizaine d'années encore. Hein. Encore une dizaine d'années encore. Et puis bon, malheureusement, elle est partie. Et puis, celle également qui était ma mère adoptive aussi, elle est partie il n'y a pas très longtemps. Oui, ma belle-mère. Voilà, ta belle-mère. Donc, on a même fait le mariage quand elle était encore là. Oui. Donc, voilà. Donc, je me suis toujours battu seul. Je suis toujours débrouillé seul. Même quand je suis parti en Europe, ça a toujours été comme ça. Je me débattais, je faisais ce que je pouvais faire. En tout cas, ça m'a forgé. Ça m'a forgé un caractère de quelqu'un qui n'attend pas forcément qu'on lui vienne en aide ou bien qu'on vienne le secourir. Je me bats. Parce que je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'étant seul au monde. Bon, ça m'a aussi aidé à établir beaucoup de bonnes relations. Hein, voilà, parce que quand tu sais que tu n'as personne derrière, tu n'as personne devant, il faut bien se faire entourer. C'est ça. Voilà. Donc, en termes de relationnel, bon, j'ai de très bons rapports avec tout ce que je connais en général. J'évite d'avoir les histoires avec les uns et les autres. Voilà, même si je n'ai pas peur. Voilà, ça, il faut le dire aussi. Mais j'évite d'avoir les histoires avec les uns et les autres. Je m'arrange pour être le plus correct possible dans mon parcours, dans ma démarche. Voilà. Quel petit garçon tu étais en termes de caractère, le petit Jacob Bleu? Quand il avait 10 ans, comment il était le petit Jacob Bleu? Est-ce que je me souviens encore de ça? Mais très, très... Bon, je m'amusais beaucoup. Hein? J'aimais bien m'amuser. Je n'étais pas bagarreur. Je n'ai jamais été bagarreur. Même si je sais que j'ai la capacité de frapper quand même. Ah ouais, la capacité de frapper quand même si quelqu'un me provoque. Mais j'ai jamais... La force tranquille. Ouais, j'ai jamais... Voilà. Parce que j'ai un peu pratiqué quelques arts martiaux aussi. Et puis, j'ai été très sportif aussi à un moment. Donc, mais jamais fait d'histoire, jamais été bagarreur. Tu n'étais pas timide? Peut-être un peu timide, un peu plus tard. Mais très jeune quand même, bon. J'étais plus jeune, enfin enfant. J'étais quand même ouvert. Hein, j'étais avec tous les autres enfants comme, voilà, on jouait comme on le fait. Fabriquer les petites voitures, faire des petites choses, se retrouver et tout. Et puis bon, voilà. Tu dessinais déjà? Oui. Oui. Même au primaire, déjà, j'ai dessiné. Hein.
Je dessinais, je faisais partie des meilleurs dessinateurs de l'école, à l'école primaire. Au collège, ça a été pratiquement la même chose. Sauf qu'au collège, j'ai eu un choc parce qu'on avait un professeur à l'époque, Broucanson. Pour ceux qui ont fait le collège de Port-Boué, peuvent se souvenir de ce nom-là. Un professeur de dessin, mais qui était hyper sévère, qui donnait des cocotas, qui giflait. Waouh! Oui, donc... La maltraitance, ça. Voilà, donc... Il m'a un peu cassé. Oui. Ouais, parce qu'un jour, il m'a donné un cocotat, ça m'a fait très mal. Ouais. J'ai dit, moi, il ne fait plus jamais de dessin. D'ailleurs, même, il y a quoi dans le dessin là-dedans? Ça t'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Parce que moi, je m'amusais bien à le faire. Ouais. Bon, il faisait les petites cartes postales. Il était frustré de voir un élève aussi talentueux que toi. Bon, donc, et puis, on arrive au collège. Bon, c'est vrai que moi, à la base, je suis très littéraire, donc philosophie, lettres et tout ça. Et puis un peu de maths. Mais j'ai pas compris. Et le gars, il me donne un cocotat parce qu'il me disait de faire un truc là que j'ai pas. Et parce que lui, quand il s'approche de toi, déjà, tu as peur. Tu as peur, tu as la trouille. Parce la que, crainte. Oui, parce que le gars, il frappait les gens. Wow. Déjà, tu as une matière. Et puis à l'époque, c'était coefficient. Je sais même plus si c'est coefficient 1. Et il dit, mais attends, nous, on a les notes. On cherche des choses où on est dans les coefficients 3, 4 pour pouvoir avoir les moyennes. Toi, ta matière qui petit est coefficient, petit coefficient là, tu frappes les gens encore dessus. Donc, il dit, il ne fait plus dessin. Ouais. Le dessin. Et puis, je me retrouve en 4e avec un professeur stagiaire, que je salue d'ailleurs, M. Kouada Tadi Pascal. Il était venu en tant que professeur stagiaire au collège et qui nous a pris, bon, jeune, chic, tout ça. Il nous prend et puis il nous amène à l'école des beaux-arts. C'est là-bas que le déclic a commencé, au fait. Ouais. On arrive à l'école des beaux-arts. Je vois les gens sur les chevalets en train de dessiner, en fait des portraits, des objets. Je dis, mais moi, je m'amuse avec ça. Alors que c'est un métier. Voilà, les gars, ils sont là. Tu as vu ton futur. Voilà, j'ai vu mon futur. C'était trop sérieux. Et c'est comme ça que le déclic est parti. Et puis, voilà. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que quand on a fait les examens blancs du BPC à l'époque, on fait les examens blancs, j'ai été un des premiers de l'école. Ouais. Tu vois, avec des bonnes notes partout dans les matières. Et puis, au moment de remplir les fiches pour les orientations, après le BPC, là, choisir les filières. Moi, j'ai choisi filière art et philosophie. À l'époque, oui. C'était A3. Le professeur principal me convoque. Pourquoi on se parle? Mais Jacob, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu es dans le groupe des meilleurs élèves, là, tu en fais art. C'est quoi ça? Après, le surveillant général m'appelle. Ah non, on a vu ta fiche là. Tu as rempli. On a vu que tu as mis art. Mais tu ne vas pas les faire art. Il dit non, moi, c'est ce que je veux faire. Ouais. Mais pourquoi, Jacob? Il dit non. En plus, à l'époque, je parlais bien l'anglais aussi, avec Prochet Digbé et tout ça. Donc, on chauffait un peu l'école, le groupe. On avait un petit groupe là, qui est encore là d'ailleurs, où il y a les douaniers, les médecins, les trucs. Et les gars, ils étaient sous le choc. J'ai dit non, moi, c'est mon choix. Et effectivement, après le BPC, orientation, on m'oriente. J'étais le seul dans toute l'école à être orienté en série A3, donc qui était art et philosophie. Donc, à l'époque, c'était rare. Et donc, je me retrouve là-bas. Donc, tous mes amis maintenant me voient. Toi, tu nous as laissés. On est venu, on va aller faire le droit, on va aller faire sciences éco, on va aller faire médecine. Toi, tu as laissé tout le groupe. Tu as été mis dans A. Donc, j'ai été isolé même de tout le groupe. Tu as été marginalisé. J'ai été marginalisé. Bon, heureusement, c'était ce que je voulais faire. J'ai bien percuté, hein, ce que je voulais faire. Et puis, très vite même, je me suis créé le nom, même Jacob Bleu. Là, c'est depuis le lycée que j'ai créé. Hein. Ah, okay. J'ai signé déjà même les petites cartes postales. Tu vendais déjà tes petites cartes postales. Là, voilà, oui. Tu sais, donc. Oui, déjà. J'ai fait déjà les petites choses. Puis, j'ai signé Jacob Bleu. Et ça m'a créé quand même quelques ennuis aux Beaux-Arts. Parce qu'après, quand j'ai eu le bac et je suis arrivé aux Beaux-Arts, moi, je me prenais déjà pour une petite star. Déjà en première année aux Beaux-Arts. En première année, deuxième année. Tu as eu des difficultés avec tes professeurs? Oui, il y a eu des profs qui m'ont... Bon, en grande partie, ils étaient gentils, très sympas. Ils aiment les jeunes qui travaillent, qui sont talentueux et tout. Mais à d'autres, par contre, à l'époque, là, il fallait être renvoyé. Hein. Le gars, il arrive, il me dit, ah, mais toi, tu es star déjà, tu viens chercher quoi à l'école ici? Toi, tu es artiste. Non, ils ne font pas les gens qui sont déjà professionnels. Donc, on va te renvoyer. Et puis, ils m'ont même donné des notes éliminatoires et tout ça. Pourquoi on me renvoie? Mais bon, Dieu a fait grâce.
j'ai pu être repêché d'une manière que je ne leur ai jamais dit, parce que l'administration m'a soutenu. Oui. Parce qu'ils ont dit, mais lui, c'est quand même un de nos bons pions de l'école. On ne peut pas le renvoyer, quoi. Donc, ils m'ont fait faire une seconde session, mais en parallèle, sans que les profs même qui avaient mis des notes éliminatoires pour me renvoyer là ne sachent. Oui. Donc, quand les résultats sont sortis, les gars voient mon nom, ils sont découragés. Sous le choc. Ouais. Ils disent, mais c'est pas possible. Mais lui, on voulait le renvoyer, l'enlever de l'école. Et il est là. Donc ça, c'était des petites histoires qui nous ont marqués aussi dans notre parcours. Et bon. Tu as fait combien d'années aux Beaux-Arts? Les Beaux-Arts, à l'époque, c'est la maîtrise qu'on faisait. Hein, donc, c'est 4 ans. Et puis après, il faut faire la formation, troisième cycle, là, pour aller... Après, pour aller enseigner et tout ça. Voilà. Donc, c'est pratiquement près de 6 années de notre vie à l'INSAC. Ouais. Sans oublier que j'avais déjà fait les 3 années du lycée à l'INA. Donc, c'est pour ça que quand on voit l'INSAC, on dit c'est notre maison qu'on a vécu. Vous avez vécu là-bas. On a fait pratiquement 9 ans là. Ouais. Et ça, c'est ceux qui n'ont jamais doublé. Ouais. Si tu as redoublé une fois ta classe, soit au Léa, ou bien aux Beaux-Arts, ou bien au CFPAC, ou à l'EFAC, ben, facilement, tu peux avoir passé 10 à 12 ans dans les couloirs de l'INSAC, quoi, entre la route de Carrefour jusqu'à... Voilà, donc on se connaît tous. Ouais. C'est un peu comme une grande maison. On se connaît tous, les musiciens, les plasticiens, les hommes de théâtre. C'est ça qui est bien à l'INSAC. Oui. Parce que toutes les écoles... sur l'art, là, c'est comme une université. Oui. C'est une université des arts et de la culture en réalité. Donc, tu as les gens des musiques qui sont là, tu as les gens de théâtre, tu as les gens de danse, tu as les gens de la formation pédagogique, tu as tous ceux qui sont dans l'action culturelle, la muséologie, l'art des archivistes, les documents. Tout le monde véritable des arts et de la culture, on les retrouve à l'INSAC. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. On se retrouve, il y a un brassage, tu es en train de peindre, tu entends quelqu'un qui joue au saxo. Voilà. Ou bien tu entends les bruits de tambours parce qu'ils sont en train de faire répétition de danse dans la salle de danse. Ou bien tu entends les cris des gens parce qu'ils sont en train de faire des répétitions de théâtre. Ouais. C'est vivant. C'est vivant. C'est bruyant, c'est vivant. Ouais. Voilà. La difficulté, c'est que l'école n'a pas évolué. Ouais. Voilà. Depuis 30 ans que nous, on est quittés là-bas, c'est toujours les mêmes bâtiments, les mêmes blocs, alors que nous, à l'époque, on était une vingtaine par promotion ou par classe. Aujourd'hui, ils sont à 200, 300. Oui. Et les murs n'ont pas évolué. Les murs n'ont pas grandi. N'ont pas grandi, ni de façon horizontale, ni de façon verticale. Donc, comment c'est gérable? Comment c'est supportable? Donc, il faudrait que... je pense qu'il y a un projet dessus. Hein. J'avais même déjà vu des plans à l'époque, là, quand je travaillais sur... Tu as été dans le conseil de gestion aussi de l'INSAC? Oui, j'ai été dans le conseil de gestion voilà, de l'INSAC pendant 3 ans en tant que représentant du ministère de l'enseignement supérieur. Voilà, donc pour voir un peu comment les choses se passent. Donc l'administration, on faisait un peu le point régulier avec l'administration, les effectifs, les budgets, le fonctionnement de l'école, tous les problèmes, pour les faire remonter et tout ça. Donc ça a été une très belle expérience aussi et ça nous a permis de comprendre que bon, tout n'est pas aussi toujours aisé. Ouais. Voilà. Donc il y a un plan qui avait été fait à l'époque quand j'étais en charge, j'avais la charge des Jeux de la francophonie, là, volet culturel. On avait travaillé sur l'INSAC et savait qu'il y avait un plan qui avait été fait. Parce qu'on a travaillé sur toutes les infrastructures culturelles et artistiques de la Côte d'Ivoire et surtout Abidjan. On parlait de la culture, CENAC, INSAC, tout ça. Et il y avait un projet de réhabilitation et d'agrandissement. Oui. On nous avait même sorti les plans et tout. Et on nous disait que c'était imminent. Mais bon. 10 ans après, on ne sait pas où ça en est. Ouais. Et donc, il faut aider cette école-là. Il faut vraiment aider cette école. Et sortir aussi le lycée d'enseignement artistique de l'INSAC. Oui. Il faut les sortir de là. Parce qu'ils sont étouffés. Ils ont juste un petit bâtiment avec quelques classes. Ça ne peut pas tenir. En tout cas, on espère que les choses vont évoluer oui, on dans espère, le bon sens. on espère. Et puis, tu reviens régulièrement à l'école, tu vois les nouveaux étudiants. Ils ont beaucoup, en tout cas pour la plupart, de respect pour toi.
j'ai reçu ici, dans un des épisodes, Mr. BI on the track. Et dans un des passages donc, de l'épisode, il parlait de toi. Ouais. Et il disait en fait que quand il était aux Beaux-Arts, ton nom résonnait encore dans les murs de l'école parce que tu es une légende là-bas et qu'ils rêvaient tous de te rencontrer. Lui, en tout cas, il rêvait de te rencontrer quand il était aux Beaux-Arts. Même la dernière fois, il y a une petite histoire qui s'est passée, que je te raconte. Quand je devais faire mon exposition au casino, à l'hôtel Ivoire, là, je cherchais des panneaux parce que vu la configuration de la salle, j'avais besoin de grands panneaux et tout. Donc, je dis, bon, je vais passer quand même aux Beaux-Arts. Ils ont des panneaux, négocier avec les directeurs et tout. Et les étudiants, il y avait plein qui étaient là, qui me regardaient, mais qui avaient peur de s'approcher. Ils hésitaient. Comment m'aborder? Comment venir me saluer? Pourtant, j'ai fait le tour dans l'école et tout et tout. Et puis après, quand je suis sorti, je reçois un message. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, ah, vraiment, on a eu peur. Donc là, on est passé sur vos traces pour mettre nos mains. Genre, pour te toucher la tête, te toucher aussi. Ça m'a fait un peu de peine avec toi. Ça m'a fait sourire, quoi. On est passé, où vous êtes passé là pour mettre la main sur les panneaux, là. On dit que vous avez touché tel panneau, donc on est venu mettre nos mains pour prendre les bénédictions. On dit, vous êtes passé ici, vous étiez assis là, donc on est venu s'asseoir pour prendre les bénédictions. C'est du fétichisme. C'est du fétichisme, les enfants. Du fétichisme intellectuel. Voilà, il faut travailler. Ça ne sert à rien. Mais si tu me touches, que tu ne travailles pas, ça va pas te transmettre. L'admiration que tous ces élèves ont pour toi, ces jeunes artistes qui ont envie de faire comme toi, qui ont envie d'évoluer comme toi. Et ça montre également que tu es une source aussi d'inspiration. Au-delà de ça, après les Beaux-Arts, en plus de ta carrière, tu as enseigné donc à l'école d'architecture, la première école d'architecture de Côte d'Ivoire qui est basée à Abidjan, donc à Cocody. Pendant combien d'années et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as enseigné à l'école d'architecture? Bon, à l'école d'architecture, en fait, il faut dire que l'actuel président de l'Ordre des architectes, qui est aussi à la base de cette école, un des membres fondateurs de cette école, on avait travaillé ensemble à l'époque au niveau de la francophonie toujours. Lui, il avait la charge des infrastructures parce qu'il est architecte. Et comme moi, j'avais la charge de l'organisation des événements culturels, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Et on a beaucoup travaillé ensemble sur tout ce qui était d'ordre architectural, tout ce qui était d'ordre infrastructurel, comment aménager les salles, comment positionner tel truc, comment insonoriser, comment mettre les lumières. Donc, c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Et moi aussi, j'adorais son professionnalisme parce qu'il avait toujours ce petit truc-là. Il comprenait rapidement que telle chose, c'est vrai que c'est de l'architecture, mais là, on est dans le domaine de la culture. Donc, il faut tenir compte de certains aspects. Insonorisation, c'est important. Les lumières, c'est important. Le positionnement des podiums, de la scène, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, les éléments en rapport avec les coulisses, avec les loges, les toilettes. Donc, on a travaillé sur tous ces aspects-là. Que ce soit pour la Bibliothèque nationale, que ce soit le Palais de la Culture, que ce soit le Sénat, que ce soit même l'espace au Canal au Bois. C'est moi-même qui ai fait le dessin de l'espace du Canal au Bois. À Trècheville. À Trècheville, pour dire, mais on veut monter... Carrefour Solibra. Carrefour Solibra. On cherche à monter une scène ici pour enlever le vieux truc qui était là, la fontaine. Mais faites la même chose comme le Palais de la Culture, la salle à Noumambo. Mais on fait ça en miniature. Donc, j'ai fait le croquis. J'ai dit, mais vous voyez la salle à Noumambo là? Mais on fait un petit, on met ça ici à l'espace, comment on appelle? Canal au Bois. De Canal au Bois. Ça nous sauve. Donc, où il y avait la fontaine, ça devient la scène. On rebâtit ça, ça devient la scène. Et puis, les gens travaillent là. Donc, après, il y a un architecte qui avait la charge de cet espace-là. Bon, donc, qui a bien remodelé et qui a géré le projet. Donc, c'est comme ça quand... À un moment donné, il m'a dit, dans nos échanges, il m'a dit, mais Jacob, est-ce que tu ne pourrais pas venir nous donner un coup de main parce qu'on vient de créer une nouvelle école, l'école d'architecture. Bon, à l'époque, je lui ai dit, moi, je suis très pris parce que avec mon affaire d'art, là, il faut que je paye moi-même, j'organise des événements. En plus, j'ai plein de voyages chaque année.
mais je vais quand même venir. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'école d'architecture. J'enseignais le dessin d'art, dessin architectural, les couleurs. Voilà. Donc, quand on dit couleur, c'est en même temps tout ce qui est orientation de lumière. Parce que quand tu dessines, selon la projection de la lumière, les ombres se positionnent, ainsi de suite. Donc, j'ai travaillé sur couleur, dessin. Et puis après, quand ils ont découvert que, surtout pour certains élèves et certains profs, que bon, ben, à la base, je suis un artiste peintre. Oui. Il faut faire aussi des cours de peinture. J'ai dit, bon, OK, on y va. Donc, ça défoulait aussi les enfants parce que ça leur permettait de se défouler un peu en peinture. Donc, voilà, c'était vraiment dessin d'art, dessin architectural et couleur. Combien d'années? Oh, je suis resté, je pense que j'ai travaillé sur la première promotion. Hein. Ok, d'accord. Voilà, parce que l'école a été créée, je ne sais plus quand, mais en tout cas, là, sur la première promotion, je suis venu, on dirait qu'un an après l'ouverture de l'école. Oui. Donc, j'ai suivi quand même la première promotion de la licence jusqu'à la fin. Voilà, donc, et puis après, bon, il y a à peine 2 ans que j'ai arrêté. Hein. C'est ça. Il y a à peine 2 ans, parce que après, j'avais plus le temps, parce que je me suis dit, bon. Puis il y avait d'autres collègues de l'INSAC aussi qui venaient aussi donner cours là. Bon, donc je me suis dit, bon, il y a un bon relais maintenant. Exactement, tu as fait ta part. J'ai fait ma part, donc, mais c'est une très, très bonne école. Oui. Très, très bonne école. Tu avais passé plusieurs nouveaux, architectes. Ouais, les architectes. Et aujourd'hui, je travaille avec beaucoup d'ailleurs. Oui. Quand j'ai des projets, soit d'aménagement ou de construction, je leur fais appel. Ou bien quand quelqu'un me demande aussi... pour des petits travaux, des choses pas trop lourdes. Bon, j'en appelle quelques-uns pour s'en occuper. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Avant, dernière question. Comment on s'est rencontrés, toi et moi? Je sais pas. Moi, je sais pas. Comment on s'est rencontrés? Moi, je on sais s'est vus aussi déjà peut-être à Le Lab, je sais pas. Peut-être, parce que vous venez en face. Oui, nous, on venait, nous, à les Hollywood geeks. Boulevard, vous les geeks. Nous, les geeks. Vous venez à on Hollywood venait Boulevard. Pour venir faire nos rencontres. Vos rencontres et nos tout. barcamps, je salue Jean-Patrick Aumont et tous les geeks de l'époque, Christian Roland et tous, voilà. Nenan Kwama, on venait nous faire nos rencontres. Vous venez en faire face. votre rencontre là, et moi j'étais juste en face à la galerie Le Lab. Donc voilà. Et puis surtout, c'est quand même un petit nom que j'entendais, Edith Bro. Ah bon? Tu entendais mon nom? Oui, un peu. Ça m'intéressait. Avec votre histoire d'Akendewa. Si. Avec Jean-Patrick Aumont. Je sais qu'à un moment même, je ne sais pas qui m'avait approché même à l'époque. Vous dit, mais tu ne peux pas venir dans notre organisation. Notre ONG. Oui, dans notre ONG. On m'avait approché pour ça même. Je me suis dit, moi, bon, j'aime rester dans mon coin. Les histoires d'ONG, d'associations, là, on ne sait pas toujours comment ça se termine. C'est vrai. Donc, mais je suivais quand même le groupe. De très loin. On communiquait aussi beaucoup. Voilà, vous sur communiquez Facebook, de à l'époque. Voilà. Et puis après, ça m'a interpellé. Il dit, voilà une jolie fille là, dans le groupe là. Bon. Mais bon, comme c'était 2 univers différents. Très différents. C'est vrai que l'art et moi, bon, voilà. j'ai assisté par exemple à l'exposition au vernissage de Paul Sika. Voilà. Mais je ne connaissais pas beaucoup d'artistes. Exactement. Donc l'art, oui, bien, mais bon, sans plus. Voilà. Donc bon, voilà. Donc ça m'a fait quand même un petit truc. Et puis bon, après c'est passé. Mais de temps en temps, quand même, l'image de la jolie petite fille là me venait à la tête. Et puis, bon, quelquefois, j'envoyais les petits messages pour faire les jeux de phare. Ce Messenger, je l'ai mis en vue pendant plusieurs années, hein, franchement. Elle faisait vu et ignoré. Depuis 2011. Depuis 2011. Bon, donc, je me suis dit, bon, ça, c'est pas trop mon... C'est pas... Peut-être que ça l'intéresse pas du tout. Bon, donc, j'ai zappé. Des fois, en fait, je me rappelais pas, en fait. Voilà, donc j'ai zappé. Et puis bon, Maintenant, c'est quand j'ai commencé à faire Rihanna. Tu m'as contacté. Je t'ai contacté et dit, mais est-ce que tu peux pas me faire une petite vidéo? Ça, c'est dans quelle année? Je sais que j'ai participé à l'événement. 2018. 2018, 2019, je ne sais plus. En tout cas, quelque part là. Ouais, parce que j'ai commencé en 2017. Bon, bref, donc... En tout cas, c'était à l'ISTC ce jour. Voilà. Donc, j'ai dit, fais-moi une petite vidéo, tout ça, machin. Après, on m'a confié l'organisation de la Nuit des idées. Oui. À l'époque, avec le Centre culturel, enfin l'Institut français. Donc, c'est moi qui gérais la Nuit des idées pour le Centre culturel français. Donc, aussi, je t'avais dit, mais voilà, est-ce que tu peux venir intervenir? En fait, tout ça, c'était pour que tu te rapproches un peu.
C'était une technique. Une Moi, technique. je pensais qu'on m'appelait pour venir couvrir l'événement. Tu te rapproches un peu de moi et que je te vois de plus près parce que tu me fuyais. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que les choses sont parties. Et puis bon, donc le duel à distance a fini par devenir un duo. Et encore un événement. Je pense que c'était l'événement organisé par le ministère de la Jeunesse, non? Oui, ça c'était fin d'année 2019. Voilà, fin d'année 2019. Au Palais de la Culture. Exactement. Voilà, j'étais modératrice. Voilà, et moi j'étais panéliste. J'étais panéliste, mais tu étais pas de mon panel. Ah, j'étais pas dans ton panel, mais J'étais voilà. dans le panel de... Dans un autre panel. Oui, Kajim. Ah, dans Kajim, ok. Kajim. Voilà. Donc, j'étais dans le panel de Kajim. Ok. Et donc, dans la salle d'attente, il y avait aussi Lassane Zohoré de Beach qui était là, qui devait être peut-être dans mon panel. Et puis, à un moment donné, vu que c'était l'ancien ministre de la Culture, Bandama Maurice, qui était là, lui, il voulait participer aux deux panels en même temps. Ah, ok. Donc, au dernier moment, on nous a dit, il y avait aussi le ministre de la Jeunesse, aussi, Mamadou Touré. On nous a dit non, vos deux panels vont être fusionnés pour que ça soit un seul panel. Ah oui, je me souviens bien de ça. Donc, j'ai dit, bon, j'ai regardé Kajim. Ouais. Comment on fait? Ok. On n'a pas trop causé, toi et moi, dans la salle d'attente. Tu m'as touché. Là. Ouais, t'es touché. Tu m'as touché sur l'épaule. Tu m'as touché. Tu as mis ta main sur mon épaule. Et j'ai rien compris. J'étais assis. Il dit, ah, bon. Dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, ouais. Il dit, bon. Je crois que oui, je t'ai touché. Mais je t'ai surtout touché pendant le panel. Ok. Donc, sur l'estrade, devant le public. Ok. Le public posait les questions à un moment donné. Et moi, j'étais debout derrière toi. Et donc, pendant que le jeune te posait la question, moi, j'ai mis ma main sur toi, sur ton épaule. Voilà, comme ça, instinctivement, comme ça. Et tout. Et puis, c'est là que le courant est passé. Il fallait pas me toucher. Bon, voilà. C'est là que le courant est passé, en fait. Je t'ai dit, attends, mais lui, là, même là. Attends, je l'ai bien regardé, même. Et tout, j'ai dit, un truc. Attends, mais c'est qui, lui? Attends, j'ai pas bien regardé, hein. Et tout ça, j'ai bien visionné de dos, ta tête et puis ton corps. Oh là. Heureusement que j'ai pas une longue nuque. Non, t'as pas une longue nuque. T'es un vrai Yacouba, mais t'as pas une longue nuque. Et donc, c'est là que je me suis dit, bah attends. Et puis, bon, on avait déjà eu des échanges. On avait déjà discuté. Parce que ce que je vous dis, c'est qu'il était entré dans mon WhatsApp et dans mon Messenger pour me dire, en tout cas, quelques jours plus tôt, et si on se mariait? Voilà, comme ça, brutalement. Hein? Brutalement. Aïe. Mais comme ça. Et si on se mariait? Non, j'étais là. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais je ne sais plus. J'ai trouvé ça bizarre, en fait. Tu vois, j'ai dit, mais tu me connais pas. Bon, on se côtoie, mais comme ça. Mais bon, je pense que ça fait son petit bonhomme de chemin. Et tout jusqu'au jour donc, de la conférence. Et puis, c'est là que, voilà. Tout s'est déclenché. C'est déclenché et tout. Je t'avais on dit pas tout. On dit pas voilà, tout. Tu vois. Mais bon. Donc, finalement, on s'est mariés quelques mois après. Ouais. Quelques mois après. Le 7 février 2020. Ouais. 7 février 2020. Donc, un an après. Ouais, un an après. C'est marié. Voilà. Donc, voilà donc, la petite belle histoire donc, qui passe du duel en duo. Souvent, les vues, les messages vus se transforment en mariage. Bon. En fait, je ne vous le souhaite pas, les hommes. Non, en fait, j'ai pris mon temps. Le destin a voulu que je prenne mon temps. Mais ça fait quoi, 10 ans? On se connaissait depuis 10 ans. Ouais, depuis c'est ça. 10 ans. C'est ça. Donc, c'est mon ami. Ouais. C'est mon associé, mon partenaire, mon époux. Et puis mon conseiller. Même si des fois, je suis dur d'oreille. Très. Il débriefe souvent les épisodes du podcast. Mais c'est un très bon conseiller. Et puis, c'est quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer. Ben, moi aussi. Parce que, comme je le disais là, j'avais besoin de quelqu'un qui soit quand même complémentaire. Hein, tu vois, parce qu'on est dans un domaine qui est assez mouvementé. Si tu n'as pas quelqu'un qui a la même vision que toi, qui peut aller dans le même sens que toi, bon, ça va être catastrophique. Voilà, donc, et Dieu m'a fait grâce que tu sois la personne idéale. La femme idéale. Tu es mon homme idéal également. Voilà. Franchement, je ne pense pas que j'aurais pu m'accommoder de quelqu'un d'autre. Non. Je pense que tu étais fait pour moi. Et peut-être que c'est le temps que ça a pris pour que ça puisse bien germer dans ma tête, pour que je puisse me rendre compte que c'est toi qu'il me fallait, en fait. C'est pour ça qu'on est complémentaires, toi et moi. Amine. Et que ça fonctionne. Amine. Parce que tu me comprends. Bien sûr. Tu me comprends, tu m'écoutes. Ouais,
Ça, c'est très important. Tu m'écoutes Ouais. et tu anticipes aussi mes besoins. Ouais. Tu sais m'écouter même quand je ne parle pas. Ouais. Et tu sais me comprendre même quand je ne parle pas. Ouais. Parce que tu sais, nous, les femmes, on a des cycles, on a des périodes et tout. Mais tu sais, tu comprends même quand je n'exprime pas le besoin. Et ça, c'est très rare. C'est très rare parce que tu es très spirituel. Ah, merci. C'est ma déclaration. Très belle déclaration. Mes chers abonnés, je Allez. vous présente mon époux Ah ouais. et aussi le très grand artiste peintre Jacob Bleu, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, ici et au-delà. Parce Au-delà que tu des voyages frontières, énormément. ouais. Tu as fait Venise, Rome, l'Europe, la plupart des pays d'Europe, les États-Unis également, le Canada, l'Asie également. J'expose plus même à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, en général, c'est une expo par an ou maxi 2. Et tout le reste, et c'est pratiquement chaque mois. Hein, donc, et ça aussi, c'est un peu perturbateur pour une vie de couple. Hein. Mais bon, je pense qu'on arrive à... Bon, quand tu as une femme qui comprend. À harmoniser. Quand tu as et qui sait que c'est pour le business. C'est pour le business, c'est pour les affaires. Bon, ça marche. Ça marche. En tout cas, merci. C'est une équipe qui fonctionne. Ouais, merci beaucoup. Merci d'être dans ma vie. Toi également. Merci beaucoup. On aurait pu se faire le bisou, mais je suis professionnelle. Oh là, restons professionnels jusqu'au bout. En tout cas, j'ai été très contente de te recevoir. Je pense que c'était important que tu puisses partager qui tu es, d'où tu viens, d'où te vient cette passion pour l'art qui est aussi ta vie. C'est ton ADN, c'est ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui et ce que les gens apprécient également de toi. Et au-delà de ça, ce que tu inspires aux jeunes artistes. Est-ce que tu as un message pour ces jeunes artistes, je vais y arriver, artistes, qui des fois peut-être se sentent un peu perdus à la croisée des chemins, qui se disent est-ce que ça vaut la peine? Et au-delà de ça, qui se posent des questions parce que tu as une identité propre, c'est-à-dire que tu es en même temps artiste, mais en même temps tu es galériste. Ouais. Et ça, tu le revendiques. Peut-être que d'autres galéristes de ton milieu ne comprennent pas que tu sois à la fois artiste et galériste, mais c'est ça qui fait ton identité et ton unicité. Donc, est-ce que tu as un message pour toutes ces personnes qui des fois se posent des questions sur leur parcours d'artiste et de galériste? Bon, il faut dire que ce qui est très important pour un artiste, c'est de surtout aimer ce qu'il fait. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et être courageux, être persévérant. Parce que ça ne prend pas du jour au lendemain. Hein. Il y a des gens pour qui ça marche du coup, mais quelquefois, ça s'estompe aussi très vite, ça s'éteint aussi très vite. Donc, il faut prendre le temps de travailler, d'être persévérant et se dire que si je continue de travailler, de bien faire mon travail, un jour ou l'autre, ça va bien se passer, ça va marcher. Et puis après tout, dans la main de Dieu, hein, comme on le dit en bon africain. Mais bon, avant de compter sur Dieu, il faut quand même travailler d'abord. Parce que si tu as un verre d'eau là pour boire de l'eau, tu ne demandes pas à Dieu de soulever le verre pour toi. Oui. Si ta main peut y arriver. Ce que tu peux faire en tant qu'individu, en tant qu'homme, où tes mains peuvent arriver, il faut le faire. Et aujourd'hui, comme je l'ai indiqué aussi, on a tous les moyens en termes de communication pour les jeunes. Donc, il faut aussi savoir se vendre. Et surtout se rapprocher des aînés. Oui. Voilà, parce que avec eux, vous pouvez avoir beaucoup de conseils. Moi, je me suis rapproché de beaucoup de gens, j'ai collaboré avec beaucoup de gens. Et en plus, comme j'ai commencé très tôt à fonctionner en galerie, donc je connais presque tous les artistes, hein, que ce soit les anciens, ceux de ma génération et de la jeune génération, je les connais presque tous. J'ai exposé la plupart des artistes ivoiriens aussi. Donc, on se connaît, vous voyez. Mais il faut toujours bien faire son travail, surtout bien faire son travail et être persévérant. Le reste, viendra si Dieu le veut. Le reste viendra. Le reste viendra si Dieu le veut. Et n'oubliez pas, la galerie est ouverte pour vous. Jacob Bleu Galerie, aux 2 plateaux sur le Latry, voilà, au-dessus de la pâtisserie abidjanaise, Carrefour Las Palmas.
Donc, c'est l'une des plus grandes galeries d'art d'Abidjan. Vous avez 4 salles d'expo, une salle de conférence, de spectacle, une cave, café, un coworking space pour pouvoir vous ressourcer. Et puis, bon, mais voilà, on vous invite à passer là. Et il y a encore une exposition en cours. Vous pouvez venir voir. Et puis, nos portes sont ouvertes. De C'est votre maison. 9h30 à 20h30. Voilà, tous les jours sauf lundi. Moi, j'étais très contente de partager ce moment avec toi et avec vous également, mes très chers abonnés. Et je vous rappelle que la robe que je porte, je ne l'ai pas portée pendant 5 ans. C'est ma robe de mariée. Moi, j'ai été choqué ce matin. Quand j'ai vu cette robe, j'ai dit, mais attends, c'est un mariage bis que tu fais ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est une déclaration de bis, tu vois. C'est une manière de te dire que je t'aime toujours. I love you too. I love you too. Donc, c'est ma robe de mariée, de cocktail de mariée. Je l'ai portée une seule fois. Et là, je l'ai ressortie spécialement pour cet épisode avec mon époux, Jacob Bleu, célèbre artiste peintre ivoirien et africain, avec qui je fais aussi le tour du monde et avec qui je partage ma vie. Et avec notre famille recomposée, on a 6, non? Ouais. 6 enfants. Ouais. Voilà, on a 6 enfants, on a 5 garçons au total. Et une fille, une grande fille, qui dirige la galerie, qui est la directrice de la galerie, Jacob Bleu Art Gallery, Carmel Bleu. Et nos 5 autres garçons qui sont ici et ailleurs, dans le monde également. Voilà. Donc, je suis contente que vous ayez apprécié cet épisode. En fait, je l'espère. N'hésitez surtout pas, bien sûr, à partager donc, cet épisode autour de vous, à vos amis, vos parents, et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore le cas. Et très, très important, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes. D'ici là, je vous donne rendez-vous avec un ou une prochaine invitée. Restez connectés. Ciao, ciao.